Bonsoir à tous et bienvenue dans Comics Outcast numéro 92. Ce soir, nous sommes accompagnants de... Oh. Tu fais quoi? Bah, je présente, tu m'as dit que je pouvais. Alors, j'ai jamais dit ça. Mais si, tu m'as dit que je pouvais le faire pour la 80. Non. Mais si, à la réunion dernière, t'as dit que je pouvais... Tant que je ne suis pas en train de décéder, ou alors si j'ai pas envie, non, pour l'instant... Mais si, tu m'as dit la dernière fois... Zef, tu ne présentes pas, pour l'instant. Mais bienvenue dans l'émission 92. Attends, donc, Zef, ce soir, non, autour de la table, nous sommes avec Zef, tu arrêtes tout de Nibrae suite. Zef. Oui, il y en a qui suivent. Bah oui, voilà. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce 88e. Voilà. Oh, ça continue. Ok. De Comics Outcast pendant 1h30, nous vous parlons de comics et de leurs univers et on découvre de nouvelles choses ensemble. Aujourd'hui, c'est quand? C'est le 25 décembre, j'espère, si je ne suis pas... Joyeux Noël, si je ne me suis pas gouré sur la publication. Et nous espérons que vous avez tous passé un bon Noël, que vous êtes bien fait péter le bide et que voilà, vous n'êtes pas trop sous encore. Si, normalement, là, c'est la gueule de bois. Là. Ah voilà, vous avez mal, votre tante Martine vous a jamais vu dans cet état, et elle se dit, mais je savais pas que tu buvais à 32 ans. Bah si, voilà, je fais plein de trucs que je ne sais pas. Que tu buvais à 32 ans. Je ne suis pas l'enfant modèle que tu as presque élevé, non, voilà. Martine, si tu m'écoutes, bisous. J'ai grandi. Autour de la table, il y a des chroniqueurs qui sentent bon la cannelle et plein d'autres odeurs sympas, sauf la coriandre qui, je vous le rappelle, est l'épice du démon. Hein. Voilà, que ce soit dit. On va dire bonjour à Nibrae. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je suis presque en direct du Wakanda, mais tout va bien. J'avais oublié que tu devais rejoindre Gaylor et sa compagne. Exactement. Au Wakanda. Mais mince, tu vas voir Black Panther en direct. Ouais, c'est bien. Voilà, tu vas voir les Panthers, les Noirs et voilà. Non, j'ai dit Black Panther. Oui, bon. Mais non, mais c'est un beau pays. En plus, tu vas pouvoir quitter cette météo horrible qui est celle de Paris en ce moment. Ça y est, il est content parce qu'il a parlé météo. Il a fait un point météo, il est content. Exactement. Tu lis des choses en ce moment? Oui, je suis en train de rattraper mon retard sur Miss Marvel. Ah oui. Donc le 6 qui est sorti en français il y a quelques jours. D'accord, en gros volume, tu veux dire. D'accord. Zef, bonjour. Bonsoir Eric, comment vas-tu? Usurpateur. Ça te fait rire, hein? Ouais, c'est bon, je veux pas trop. Comment ça va? Ça va et toi? Ok, cool. Et tu lis des trucs en ce moment? Ouais. D'accord, et donc... non, vas-y, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Comme je disais, je rattrape mon retard sur Deadpool Spider-Man. Et ça défonce de ouf. Oui, il me semblait que c'était une mini-série en fait, mais non, ça a l'air de continuer. Non, ça continue et c'est bien. Là, moi, je suis au 19 et je crois qu'il y a 24 numéros, je crois encore en tout. D'accord, c'est un... Et il parle de Marvel vs Capcom dedans, c'est trop bien. Dont on va parler prochainement. Oui, il faut qu'on y joue. Et on a également Adrien, notre réalisateur, sans bégaiement. Oui, bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Est-ce que tu lis des petites choses, t'as le temps de croquer dans les pages? De Kekro. Je suis en train de rattraper mon retard sur Ether, figurez-vous. Ah. Et c'est vraiment très très bien. Sans surprise. C'est vraiment très bien. Et non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Désolé, je suis en forme, comme vous pouvez l'entendre. Je suis Eric pour animer tout ce bazar et au sommaire de ce 25 décembre, il est un petit peu différent des autres et on s'est dit, c'est Noël, est-ce qu'on leur mettrait pas un petit programme un petit peu sympathique? Eh bien, la réponse est oui. Pour les revues, vous avez droit à Batman White Knight, Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil, et pas Doom, comme certains ont essayé de nous faire croire pour la préparation de cette émission, ainsi que Overwatch Origins en partenariat avec la chaîne BFM Business et le magazine Challenge parleront du rachat de la Fox par Disney. Et en fin d'émission, petit délice d'hiver avec le film Batman Returns, Batman le défi en français. Twitter, c'est donc ce réseau social sur lequel on peut tweeter des messages d'appréciation ou des questions ou des recommandations. Le BCC, le Bouya Comics Club, c'est donc ce groupe Facebook dans lequel nous partageons nos dernières lectures, nos avis sur les gros films et les séries en cours. Et iTunes, c'est l'endroit qui brille par son firmament d'étoiles, le nombre exact de 5. Oh non! C'est ouf! C'est moche! Comment les auditeurs peuvent agir sur l'importance d'un podcast et sa visibilité. Oui, vous aussi, auditeurs, participez. C'est parfait. Oui, t'as vu ça. Et mettez-nous des petits commentaires. Dites-nous à quel point d'autres personnes devraient écouter cette émission si vous pensez qu'elle est bien. Voilà, il y a ça aussi. Là, je mets le petit bémol, voilà, parce que sinon ça fait un peu péteux. Eh bien, messieurs, dames, je vais vous demander... T'as pas oublié un truc? J'ai demandé s'il disait des trucs. T'as pas parlé du public? Tu me mets toujours comme ça au milieu parce qu'il n'a pas de micro. Il l'a pas écrit. Mais on va dire bonjour à notre camarade
Fred. Voilà, tu vois pourquoi on Quand c'est- prépare quand les c'est pas choses. écrit. Je quand m'en c'est pas vais, écrit, là. j'étais surpris, je pensais que t'allais faire, c'est tout. Fred, dont on peut en parler un petit peu, mais on peut pas trop en parler. C'est quelque chose qui devrait arriver l'année prochaine, mais il est avec nous en backstage. C'est tout ce que je peux dire. Mais on va lui demander parce que c'est aussi un auditeur, entre autres. Et est-ce que tu as des lectures en ce moment? En ce moment, je rattrape tout le retard sur les séries Batman Rebirth. Je suis un gros lecteur de TPB plutôt, donc j'attendais que tout soit sorti, enfin que les premiers tomes soient sortis, et donc voilà, je suis en plein milieu dedans. Dernière question pour vous, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Commission de casse numéro 88. Ah merde, je pense 92, putain. C'est parti. Nous commençons avec les revues. Les revues, 3 comics qui ont été choisis par les chroniqueurs de ce soir. Nous avons lu les premiers chapitres qui nous permet de nous faire un point de vue assez général de Somme toute voilà. pertinent. Nous commençons avec Batman White Knight. C'est Nivray qui ne l'a pas choisi, mais c'est Nivray qui va en parler. C'est donc un titre naturellement DC Comics, illustré et écrit par Sean Murphy, dont la réputation n'est plus à expliquer. Et colorisé, je dois le dire parce que c'est très particulier, par Matt Hollingsworth, dont on a aussi parlé de nombreuses fois. C'est une mini-série en 8 titres. Il y en a 4 qui sont disponibles à ce jour. Et ça a commencé cette année. Nivray, tu vas me corriger dès le début. Ouais, pour moi c'est 7. J'avais lu 7. Ah, Il me semble en fait, aussi, sur ouais. le 1, il y a écrit One of 8. Ah, moi j'ai lu 7. Mais alors, tu me mets le doute maintenant. Ah, bah, moi, je les ai lus tout à l'heure. Je les ai lus, pardon, tout à l'heure et il y avait écrit ça. Après, c'est peut-être changé. Ils ont Ouais, peut-être c'est tant mieux Redcon. d'avoir des ans de plus, c'est bien. Ouais, non, mais c'est peut-être moi, pas ça canon. me va pour l'instant. Alors, est-ce que tu peux commencer à nous en parler? Bien sûr. Donc du coup, Batman White Knight, publié chez DC Comics. Le premier issue est sorti en octobre cette année, donc la première sur 7. Donc là, il y en a 3 qui sont sortis. On attend la suite assez impatiemment. Ah, donc Spoiler. ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que c'est plutôt bien. Chronique suivante. Donc pour vous raconter, je vais juste vous raconter la première scène et après vous pitchez un peu le truc. On arrive sur une première scène. Il y a la Batmobile qui arrive à Arkham Asylum. Et là, quelqu'un sort de la voiture et ce n'est pas ni Batman ni Bruce Wayne. C'est Napier. Alors, je suis très nulle pour le prononcer. Bon, on a débattu C'est avant. Napier. Jack Napier. Voilà. À savoir du coup le Joker, mais sans maquillage, sans rien, qui arrive et qui va voir Batman, qui est donc enfermé à Arkham Asylum, et qui lui dit « J'ai besoin de ton aide ». Et là, on part 1 an dans le passé. Previously. Voilà, previously. Donc, ce comics, qu'est-ce que c'est? C'est le Joker qui, une fois de plus, affronte Batman et lui dit qu'il est beaucoup trop dangereux, qu'il faut faire quelque chose, et il décide, entre guillemets, de se soigner. Donc il prend une espèce de médicament, on ne sait pas trop ce que c'est, et le Joker redevient normal, si on peut appeler ça la normalité pour le Joker. C'est-à-dire qu'il n'est plus fou, il devient très sensé, et il alarme les autorités, les médias et tout le monde pour dire que Batman est hyper dangereux, et que lui est sain d'esprit, que tout va bien, Donc et le qu'il monde à faut l'envers. l'écouter, quoi. Le monde complètement à l'envers. Et on se retrouve du coup avec le Joker qui n'est plus le Joker, qui dit qu'avant il était le Joker, mais que maintenant il est Jack Napier. J'ai vraiment du mal. Hein. Et il va devenir le White Knight, donc du coup le Chevalier Blanc, en inverse au Dark Knight qui est Batman. D'accord. Et son but c'est d'affronter Batman et de faire arrêter ce mec qui détruit des maisons avec sa Batmobile, qui écrase des gens sur la route en poursuivant les méchants. Et voilà. C'est ça, en gros, Batman est le fléau de Gotham. En fait, il essaie de Exactement. retourner l'histoire, en gros, de faire comprendre que la menace n'était pas le Joker, donc ce grand criminel mastermind, c'était plutôt Batman, en fait, qui, à la base, dont le rôle est de sauver Gotham, Voilà. de Et en fait, rétablir. c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les films et en ce moment sur Batman. Ouais. Je ne citerai pas Batman Lego Movie, mais effectivement, le Batman et le Joker forment un duo assez incroyable et Batman tente de plus en plus de le combattre et parfois avec des dommages collatéraux juste phénoménaux et on lui dit rien parce qu'il est Batman. Donc là, voilà, Joker, il se retourne et il dit moi, je suis plus Joker, je suis devenu gentil et c'est méchant. Le méchant, c'est Batman, quoi. D'accord, donc quand on a l'arc ennemi du héros qui se dit, en fait, pourquoi je fais ça? Non, en fait, je devrais protéger la ville plutôt que de me joindre au héros. Et surtout quand on se rend compte que le héros, c'est lui qui génère tous les problèmes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est beau.
C'est beau. C'était très très beau. Sur les 3 premières issues, donc c'est vraiment l'installation de l'histoire. On voit la transformation du Joker. On le voit au moment où il quitte son costume et sa tenue de Joker pour devenir un mec normal, mais très intelligent. Et très bien habillé. On le voit, oui. On le voit qui passe de sa petite chambre d'enfant fan de Batman à sa nouvelle vie où il va prendre parole, qui va sortir tout son charisme, où il va aller convaincre tout le monde de contrer ce Batman. On va le voir aussi dans ses relations avec Harley Quinn, avec une petite double surprise que je ne spoilerai pas parce que c'est assez spécial. Et c'est vraiment ça. Sur les 3 premières issues, on n'apprend pas grand-chose. On se doute, mais on voit pas complètement le lien, en tout cas, avec la première scène, qui est la scène où Batman est enfermé à Arkham. Donc on suppose qu'à un moment, ça va basculer, à un moment, Batman va se faire avoir. On sait pas du coup à quel endroit ça va se passer, mais en tout cas, dans les 3 premières issues, c'est l'installation de l'histoire, vraiment. Bah, déjà, on nous représente le personnage du Joker avec une certaine éloquence, c'est-à-dire que c'est très verbeux. Oui, bah, il est hyper intelligent, quand même, ce Joker. Et du coup, c'est une présence qu'il a, et on le voit d'ailleurs faire douter les médias, où les médias commencent à se dire oui, bon, c'est vrai que Batman fait des choses bien, mais en fait, il a quand même détruit pas mal de choses. Est-ce que c'est pas lui qui génère les problèmes en fait dans la ville et qui fait qu'il y a des méchants et qui fait que, ça fait qui de la fout de la poule, voilà, ainsi de suite. Exactement. Et on a ce Jack qui est devenu juste l'orateur parfait qui embobine tout le monde d'une manière hyper simple. Oui, il a une éloquence assez. Je vois que ça grimace à côté de moi. Non, c'est pas. En fait, que dire non, c'est moi qui choisis ça parce que effectivement, j'attendais ce titre avec une extrême impatience depuis qu'il avait été annoncé sur les RS de Sean Murphy. Parce qu'en fait, ça avait fait un buzz ça avait buzzé au moment où Sean Murphy avait fait un premier dessin, où il avait montré effectivement des esquisses de Batman, donc il allait travailler sur un Batman. Donc Sean Murphy, après l'avoir connu sur Punk Rock Jesus, Tokyo Ghost, on voit le monstre en termes de dessin et de scénario, on voit ce qu'il peut faire. Et ça avait buzzé une deuxième fois lorsque il avait annoncé sur son Twitter que après de longues négociations avec la Warner avait accepté qu'il reprenne le nom de Jack Napier pour le Joker, parce qu'effectivement c'est le nom qui avait été donné au Joker dans Batman de Tim Burton de 89, si je ne sais pas. Et depuis ce nom-là, depuis ce film-là, en donc fait, son nom civil, en fait, c'est-à-dire que c'est le nom civil qui était dans le film, c'est pas le nom civil qui est connu dans les comics. D'accord, donc c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes dans le sens où aujourd'hui Joker, on connaît pas vraiment, on n'a pas son nom réel en fait. D'accord. Même dans l'origin story de Killing Joke, en fait, il s'appelle pas Jack Napier. D'accord. Donc du coup, ça avait buzzé de ouf parce que tout le monde s'est dit ok, qu'est-ce qu'il veut faire de ce nom-là en fait, qu'est-ce qu'il veut à quoi il veut amener le Joker. Et effectivement, comme l'a très bien dit Nivray, en fait, on retrouve une première issue où le Joker se fait poursuivre par Batman dans une course-poursuite complètement folle où la moitié de Gotham doit être détruite par la Batmobile avec un Nightwing et une Batgirl qui sont contre Batman, vraiment dans le sens de arrête, tu fais trop de conneries, arrête, tu vas trop loin, arrête, tu vas tuer des gens. Et avec un Batman qui les écoute absolument pas. Et on a cette fin de première scène qui est complètement folle où on est dans une usine de fabrication de ces médicaments que le Joker essaye de prendre, où justement t'as une putain de scène un dialogue qui est complètement fou entre le Joker et Batman, où le Joker lui dit c'est un monologue, hein. C'est un monologue, c'est vrai que c'est un monologue. Et t'as Joker qui lui dit personne se rend compte que c'est toi le problème en fait dans Gotham, que tu fais plus de mal que de bien aujourd'hui, et qu'il faut quelqu'un pour t'arrêter. Ce quelqu'un, c'est moi, et en prenant ces pilules, je peux t'arrêter. Et le Batman pète un câble en disant ok, tu veux prendre ces pilules, prends-les, et il lui fait avaler je sais plus combien de milliers de comprimés dans la bouche au point de l'envoyer dans le coma en fait. Et toute cette scène en fait est filmée par quelqu'un, personnage mystère qui se révélera plus tard, et effectivement c'est ce qui va redonner le buzz lorsque après ce gavage de pilules en fait, donc le Joker redevient Jack Napier, et en fait
il y a une psychologie qui est complètement folle parce que même le Joker là-dedans, en fait, Jack Napier parle du Joker comme une entité à part entière, en fait. Ouais, vraiment ce n'est plus lui, c'est vraiment une autre personne qui était là à sa place, en fait. Ouais, c'est un vrai dédoublement de personnalité. Et du coup, il va amener effectivement les médias à l'écouter, à faire comprendre à tout le monde que oui, je sais que j'étais un monstre, je sais que ce que vous voyez à travers moi c'est le Joker, mais ce n'est plus moi, il n'est pas là, c'est une personne qui est plus là. Aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que la personne qui vous défend est la personne la plus dangereuse. Et en fait, dans toutes les scènes qu'on a, en fait, on n'arrête pas de voir effectivement que la police, que Gordon défend Batman. On a vraiment, c'est comme si on lisait un comics de Batman classique et qu'au lieu d'avoir le point de vue de Batman, on avait juste le point de vue du Joker, en fait. Ouais. Et, du vilain, en se disant, mais putain, en fait, la personne qui est en face de moi, c'est juste une horreur, en fait. C'est juste la personne qui est la plus dangereuse du monde. Alors que c'est moi qui fais les conneries. Et c'est logique pour lui de voir un ennemi dans le héros, oui. Mais c'est vrai que là, le point de vue, il met tout le monde à partie. Donc la population de Gotham en disant en fait il est dangereux pour vous aussi, quoi. Oui, clairement. Et en fait t'as tous les policiers qui sont contre Gordon en disant mais putain, mais faut l'arrêter, c'est lui qui est dangereux. Et en fait t'as toute une espèce de vision alternative qui est complètement folle. T'as effectivement le retour d'Harley Quinn avec, j'ai super envie de spoiler, mais j'ai pas le faire. Non. Mais c'est dans les 3 premières. Bref, qui est complètement génial et qui amène qui amène un point super intéressant et je parle à Harley Quinn, donc je suis très fan, voilà, je le sais, on le sait, mais voilà, ce qui amène un point super intéressant sur ce personnage d'Harley Quinn, de pourquoi il existe encore malgré une rupture avec le Joker qui a eu lieu il y a très longtemps, pourquoi leur relation est toujours aussi fusionnelle dans certains comics et pas d'autres, pourquoi il y a des trucs aussi fous, et voilà, on a un comics qui est complètement fou en termes de dessin, c'est une vraie tuerie, la colorisation est complètement ma boule. Je sais pas comment dire, je peux pas parler autre chose qu'avec le cœur, en fait, c'est trop bien. Et il y en a que 3, dites-vous, il y en a que 3 pour l'instant il y en a 3 sortis. Adrien, je vais te poser la question parce que comme avec certaines personnes, j'ai du mal à savoir quelle est ta relation avec les Batman. Oui. Quelle est ta relation avec les Batman? En gros, est-ce que tu suis les publications Non, alors non, pas tant que ça. Je suis pas un gros fan je suis pas un consommateur régulier, voilà. D'accord. Mais par contre, je relis, je veux dire, assez fréquemment des arcs et je prends toujours du plaisir. C'est un personnage que je suis, etc. Et là, découvrir ce Elseworld, parce que c'est une mini-série, on va dire qu'elle est pas dans la continuité. Ouais. C'est super intéressant, comme disait, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusque-là. Comme disait, en fait, il y a ce regard, tu vois, qui est un biais différent, qui fait un peu penser au postulat de Watchmen ou même de Kick-Ass, en fait, tu vois, c'est de dire, mais regardez, les super-héros, en fait, ça ne peut être que des personnes psychotiques, ça ne peut être que des grands malades qui font ça. Et finalement, si on avait des super-héros dans notre société, qu'est-ce que ça voudrait dire de notre société ? Et là, en l'occurrence, c'est soulevé que la police fait pas son taf, c'est ça. Que les dégâts engendrés seraient colossaux, que finalement ceux qui payent vraiment les pots cassés, c'est le contribuable. Ça, c'est tellement bien pensé en plus quand c'est amené. Qui est-ce qui s'enrichit de tout ça ? Et donc en fait le scénariste là, pour le coup, il fait un vrai travail de réflexion qui est un peu méta, effectivement, tu vois, de dire en fait dans la vraie vie, voilà comment ça se passerait. Et ce personnage du Joker qui arrive là, et tu sais, qui d'un coup c'est lui le personnage le plus sensé de l'histoire, et qui va t'exposer genre un peu point par point, et en même temps en faisant tu sais pas quand même s'il n'y a pas un double jeu. Tu sens qu'il y a une forme de rivalité entre sa nouvelle conscience guérie et ce qu'il est profondément, et tu sais pas à quel point il planifie. Enfin là, à ce stade de l'histoire, on sait pas encore s'il y a pas anguille sous roche quand même. C'est super intéressant, ça fait penser à des trucs ultra d'actualité sur tu vois, comment on diabolise quelque chose, comment on instrumentalise, comment on va faire passer des gens pour des héros et des gens pour des vilains. Et tu vois, ça fait penser à des histoires autour du terrorisme, autour de trucs comme ça. Et vraiment, je trouve que c'est un récit qui résonne vachement dans l'actualité et dans notre monde, quoi. Je pense, comme avait pu le faire Watchmen à un moment, c'est pour prendre un pas de recul et puis se servir d'une histoire. Ce qui m'a vraiment impressionné, et pardon, après je passe la parole, ce qui m'a vraiment impressionné, c'était de me dire, ce Elseworld là, il arrive à recoudre un peu toute la continuité de Batman. Et je me suis rendu compte aussi que c'est assez rare d'avoir un personnage qui a finalement, tu vois, autant d'histoires et de choses qui sont pris comme, tu vois, historiques. Par exemple, la mort de Robin
par le Joker, enfin l'assassinat présumé du premier Robin par Joker. Et là, pris comme un truc ultra... pardon ? Du deuxième. Mais ok, pardon. Qui est pris comme un élément historique ultra important dans la psychologie de Batman et tout ça. Tu vois, c'est quand même quelque chose qui date d'il y a quelques années. Ouais. Et là, ça s'inclut dans le truc. En fait, j'aimerais trop que ce récit-là, il soit canonique. Parce que je trouve que ça, c'est vraiment une brique qui vient consolider toute la mythologie et tout. Et t'as trop envie... Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça ultra excitant, quoi. Zef, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, en fait, pour rebondir sur ce que dit Adrien, il y a des auteurs comme ça qui ont un talent fou pour prendre plein de trucs qui ont été faits dans une mythologie, qui ont parfois pas de cohérence entre eux ou qui ont popé à un moment mais qui n'ont pas réussi à faire écho, et à tout regrouper d'un coup et se dire voilà, moi j'en fais une base solide. Et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec Adrien en disant j'aimerais vraiment que ce soit canonique aussi, parce que putain, il arrive à mettre tellement de trucs dedans et à t'expliquer tout ce qui a été fait sur les 20 dernières années, facile, voire plus même, sur Batman, en disant putain, tout devient cohérent sur un seul et même personnage. C'est pas un relaunch, c'est pas tout est cohérent sur un seul putain de personnage. C'est vraiment mortel. Et en fait, le personnage de Batman est tellement violent, il fait penser à... Je crois qu'il y en a un qui l'avait... désolé pour la personne, qui l'avait dit sur le BCC, il fait penser à... Je crois que c'est Irwan de Batman, où qui est, on a un Bruce Wayne et un Batman qui est complètement maboule en fait. C'est un limite à le Nemesis de Mark Millar, où le mec il est complètement fou, il chope Robin la première fois qu'il prend Robin avec lui, il est ultra violent avec lui. Alfred il tabasse à moitié et tout, donc t'as vraiment un peu cette psychologie de personnage, et pareil ça regroupe un peu ça avec quoi. Et c'est complètement fou en fait. Il est vrai ? Ouais, je vais juste revenir un petit peu sur les dessins. Au départ, j'aimais pas trop sa manière de représenter Batman, et en fait, tu la comprends au fur et à mesure. Il présente un personnage qui est super dark, qui a l'impression qu'il a aucune émotion. Ouais. Et à côté de ça, t'as un Joker qui est beau, qui est coloré, qui fait hyper humain. Ouais. Et en fait, tu le comprends en lisant l'histoire. Et j'ai trouvé justement qu'il maîtrise hyper bien cet écart entre les deux personnages au niveau du dessin, en plus de l'histoire. Et ça te fait une impression où toi, en tant que lecteur, tu as envie de croire le Joker et de dire non mais Batman, oui, ça se voit, c'est je vais dire un enculé, mais c'est un peu ça. Ça se voit que c'est méchant. Hein. C'est un homme sombre et que t'as envie de le détester. Et c'est vrai qu'à côté t'as le Joker qui t'amène la lumière derrière, quoi. Ouais. Et au niveau du dessin, il le maîtrise super bien. Ouais, je trouve il incarne, enfin il le dessine vraiment un peu bestial, quoi, tu sais, un peu la tête rentrée dans les épaules, courbée, vraiment mastoc, un peu à la Wolverine finalement. Et t'as cette impression même physique que c'est un animal en fait, violent, quoi. C'est bizarre. Le seul truc que je reprocherais à Sean Murphy, pourtant j'adore ce dessinateur, c'est que quand effectivement t'as lu tout ce qu'il a fait, en fait, son personnage principal qui est forcément un gars mastoc avec des muscles, des grosses épaules, bah c'est toujours le même, quoi. Ouais, il se ressemble à un copier-coller. La mâchoire. C'est un poil dommage parce que, enfin, c'est bien parce que du coup tu reconnais son trait. Finalement, c'est moi c'est ce que j'aime, donc je suis content de le voir. Je trouve ça un peu dommage parce que du coup j'ai l'impression de voir un ersatz de personnage dans tout le comics qu'il a fait, mais c'est vraiment un détail pour dire du négatif, quoi. Juste une chose, c'est Adrien qui en parlait tout à l'heure, il parlait d'actualité. C'est difficile de deviner à quel moment dans notre époque ça se passe, parce qu'il y a certains éléments technologiques qui sont présents, mais des styles vestimentaires qui font très 40, 50, enfin ça touche un peu partout. C'est mais complètement en même temps, Batman. Voilà. Et les événements ou les choses qui font référence, à un moment il parle de Race Riots, mais dans Batman j'ai pas l'impression d'avoir lu de choses qui faisaient écho à ça, mais c'est des choses qui ont eu lieu aux États-Unis les 5 dernières années. Ouais, là, pour le coup c'est vraiment un truc, une espèce de truc qui fait peur à la police, quoi. Voilà. C'est pas genre de dire ça peut exister à Gotham aussi, quoi. Voilà. Et je trouve cette mise en abîme à 29 tiroirs vraiment très intéressante. Alors, en fait, on retrouve. Je vais dire une chose en fait par rapport à ça. Je trouve ça cool parce que pour revenir au Batman Animated qui passait sur France 3 quand on était gamin, en fait, on retrouve un peu cette idée de intemporalité, le côté un peu art nouveau des bâtiments. Ouais. Alors les bâtiments pas trop là, mais surtout sur les costumes, les formes, les vêtements des gens en fait qui sont vraiment un peu intemporels et voilà, on n'arrive pas à décider de quelle époque c'est un peu vieux mais complètement intégré dans l'époque, et finalement je trouve que ça colle bien à l'image du Batman que moi j'aime pour le coup. La plus rétro, on va dire. Ouais. Donc c'est toujours chez DC Comics. On espère bien sûr une traduction chez Urban, comme ils savent bien le faire. On va passer au deuxième comics de cette émission, c'est Overwatch. En français Overwatch Origins.
Overwatch Anthology en anglais, pardon, excusez-moi. C'est Adrien qui nous en parle. C'est édité conjointement par Blizzard Entertainment, on pouvait le deviner, et Dark Horse. Et à l'écriture, on a Robert Brooks et à l'illustration Bengal, je sais pas du tout. À ce jour, j'ai bien regardé, il y avait 15 issues disponibles en anglais, et donc le tome qui rassemble tout ça en français est sorti chez Mana Books cet automne, en octobre. Et c'est toi, Adrien, donc, qui nous en parle. Ouais, bah tu viens à peu près de dire tout ce que j'avais à en dire. Bon, alors oui, en fait, il y a à peu près 6 milliards d'auteurs, 6 milliards de dessinateurs. Voilà, c'est le problème. L'exagération, Adrien, toujours. Hein, Mais alors non, il n'y en a pas vraiment 5 milliards. En fait, on a là une collection de petits récits qui nous introduisent à différents personnages de l'univers d'Overwatch. Overwatch, vous connaissez, c'est un jeu de pampan, boum boum en réseau qu'on joue sur les ordinateurs, tout ça, Blizzard. En même temps. Voilà, on se tire les uns sur les autres, on est content, on incarne des nains, on incarne des veuves, on incarne des tanks, on incarne tout un tas de trucs, des cow-boys, des veuves noires, comment on appelle ça, enfin voilà. Assassines. Et donc on choisit sa classe, machin, tout ça dans l'univers foisonnant de Blizzard. Et Blizzard, comme ils savent faire, ils sont quand même assez forts en transmédia, c'est-à-dire qu'ils créent un univers, et puis là, en plus Overwatch, c'est un peu particulier parce que si je me trompe pas, vous aurez compris que j'y joue pas. Oui. Okay. En fait, si j'ai bien compris, c'est une espèce de collection de personnages qui viennent d'un peu tout l'univers. Bien sûr que non. Autre chose. Non, pas du tout. Ça, c'est Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Overwatch, c'est un nouvel univers. C'est que des personnages. Oui, non, mais il y a quand même. C'est créé pour l'univers d'Overwatch. Il n'y a aucun univers de Blizzard à part Overwatch dedans. C'est 100% original nouveau. Mais il y a cette idée de plein de gens qui viennent de plein d'époques différentes, de plein d'univers différents, de plein de styles différents. D'accord. C'est vrai que t'as des cow-boys, des samouraïs et des robots et des. Ok, autant pour moi. Mais ça existe. Oui. Toujours est-il que donc Blizzard avait commencé à éditer ces petites histoires au même titre qu'ils font des courts-métrages, au même titre que voilà, ils faisaient des histoires sous forme de comics digitaux, numériques. C'est bon, tu t'es sauvé. Distribués. Voilà. Merci. Qui était distribué gratuitement sur leur site, et puis ensuite ça s'est retrouvé édité par Dark Horse, et puis ensuite ça s'est retrouvé édité en France par Mana Books, qui est un nouvel éditeur spécialisé dans le jeu vidéo, qui fait aussi du Final Fantasy, des trucs comme ça. Si vous êtes allé au cinéma récemment, vous avez peut-être vu même carrément une publicité pour cet éditeur. Voilà. Et donc j'ai lu les 3 premiers numéros. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un truc, une petite histoire, à chaque fois ça fait 10 pages, sur McCree, l'hypertrain sifflera 3 fois. Ensuite, un truc sur Reynard, le tueur de dragons. Et puis sur le duo Chacal et Chopper, ranger des camions. Je sais pas pourquoi. Pourquoi l'accent québécois ? Je sais pas. Et donc, alors c'est un style graphique que je qualifierais de variable, puisqu'il y a des dessinateurs différents sur chaque. C'est-à-dire que par exemple, le premier, il t'a saigné par les yeux. Le deuxième est plutôt joli. Le troisième est plutôt à faire dégueuler un rat. En fait, le truc, c'est que moi, je suis plutôt comics et je suis pas trop pour chroniquer les derrière de paquets de céréales. Non, parce qu'en fait, ça me fait à peu près la même chose d'apprendre ce qui arrive à ces personnages-là que de savoir ce qui arrive à Chocapic avant que ça fasse les Chocapic, si tu veux. Je décède. En fait, le problème, c'est que je pense que c'est un produit stand-alone qui est fait pour les fans du truc et tout, et qui est justement pas stand-alone. Moi, je connais pas l'univers. Visiblement, ça connecte à 2-3 trucs, et en 10 pages, ils arrivent à leur faire leurs coups spéciaux, tu vois, j'imagine. Et donc j'imagine que quand t'es fan du personnage, tu te dis « Oh oui, regardez, c'est comme dans mon jeu vidéo !» Mais en fait, moi, ça me fait absolument rien. J'ai pas ce moment où je vais me dire « Ah oui, je reconnais bien ça !» Et l'histoire qui est racontée, à chaque fois, c'est bidon, quoi. Enfin, vraiment, on peut pas dire, parce que ça s'appelle Overwatch Origins, ce ne sont absolument pas des origines de personnages, c'est absolument pas ce qui les mène vers ni le jeu vidéo, vers sur une autre aventure, j'en sais rien. Il y a des moments, ils parlent de ah oui, tu reconnais, c'est comme dans l'Overwatch et tout. Moi, je connais pas l'histoire du jeu, et du coup, je ne sais absolument pas en quoi ça les lie à une histoire. C'est quand même un peu con, enfin, je sais pas, Overwatch, c'est bizarre. On sait pas ce que c'est. Et voilà, donc c'est vraiment pas très bien écrit, c'est pas toujours bien dessiné. Je dois dire qu'il y a quand même 2-3
passages qui sont un peu cool, un poil joli, mais sinon ça me fait absolument rien, quoi. Nivrae, est-ce que, première question, parce que c'est la première question que j'aurais dû poser à Adrien, est-ce que tu joues à ce jeu? Presque pas, voyons. Non, je suis tombée dedans lors de la bêta, ça devait être en début 2016 et j'ai beaucoup joué. Ah ouais, c'était pendant la pire année du monde. Ouais, voilà. Wow. Mais surtout la bêta d'avant sortie, et j'ai joué beaucoup après la sortie. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que quand Blizzard a sorti d'abord les courts-métrages, après les premiers petites bandes dessinées, j'appelle ça comme ça, en ligne, moi j'ai tout lu. Et j'étais super ravie quand j'ai appris qu'ils allaient les sortir en papier en français, je me suis dit c'est cool. Et en fait, en les lisant, je me suis dit, mais en fait, à qui ça s'adresse? Parce que toi, quand tu joues, quand t'es dans le jeu, tu connais l'univers, tu connais tout. Donc déjà, tu connais déjà. Et donc tu connais pas des détails de l'histoire, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que ce comic, ces toutes petites histoires, ce sont des détails d'histoire. D'accord. Donc en fait, c'est des toutes petites scénettes. Mais vraiment ça, c'est des petites scénettes de certains personnages. Donc ça t'apporte du détail qui est un peu du fanservice, qui est trop cool quand tu connais le jeu. Mais si tu connais pas le jeu, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Parce que, comme le disait très bien Adrien, on te dit rien en fait de l'histoire d'Overwatch. Ça a été raconté dans des courts-métrages. Qui sont bien pour le coup. Les courts-métrages sont super bien. C'est super ça. Beau. Les courts-métrages sont super beaux, ils ont fait des efforts, mais de malades. Après, ils sont très très doués pour ça. Hein. Oui. Et ils ont beaucoup d'argent. On attend leur premier film, hein, franchement. Enfin, premier film d'animation. Je pense que ça devrait. Et du coup, dans les courts-métrages, en fait, on t'explique les choses. On t'explique l'origine d'Overwatch, on t'explique que c'est un Omniac, on t'explique tout ça. Et là, tu lis les premières histoires et tu dis, tu comprends pas les conflits. Ouais. Tu sais pas pourquoi il y en a qui sont méchants et qui après ont l'air un peu plus gentils. Et puis, et en fait, il y a 12 histoires, si je me souviens bien, dans le tome qui est sorti là en français. Et dedans, tu te retrouves avec des petites scénettes, tu te retrouves avec une histoire qu'ils ont fait pour Noël, une histoire qu'ils ont fait pour Halloween, une histoire qu'ils ont fait pour lancer un nouveau mode de jeu qui était Insurrection. Ah oui, d'accord. Ouais. Et en fait, les histoires n'ont aucun lien entre elles. Ouais. C'est même pas dans un ordre qui apporte quelque chose. C'est en fait entièrement sorti de leur contexte. Ça n'a aucun sens en fait. Quand l'histoire de Noël, elle est sortie au moment de Noël, ça allait avec des actions dans le jeu, ça allait avec tout ça. Pareil pour Halloween. Halloween, la petite histoire qu'on te raconte dedans, c'est parce qu'après tu vas jouer sur une map qui est en rapport avec cette histoire. D'accord, donc c'est ultra référencé. Mais c'est ça, et donc du coup, entièrement sorti du contexte du jeu comme ça, il n'y a pas d'intérêt en fait. C'est vraiment de la lecture sur le moment, au moment où il est sorti, c'est là que c'était intéressant. D'accord, ouais, donc en gros c'est le truc que tu lis en 3 secondes avant de lancer ta partie, quoi. Oui, c'est ça, c'est ton teasing avant d'aller jouer. D'accord. Zef, toi aussi consommateur d'Overwatch? Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que je le trouve un peu dur. En fait, il faut. Alors, non, c'est pas très bien. Hein, est-ce que tu joues au jeu? Alors, j'ai beaucoup joué. Enfin, j'ai pas mal joué au jeu. À la bêta aussi, quand elle est sortie, et après avoir acheté le jeu et préco l'édition Maxi. Et du coup, c'est la première chose qu'il faut comprendre quand tu joues au jeu et que tu vas lire la BD, c'est que dans le jeu, il n'y a pas d'histoire. Déjà d'un. Ce sont que des affrontements d'équipe à équipe. Il n'y a pas de mode solo, donc il n'y a pas d'histoire qui met en place l'Overwatch et pourquoi et qu'est-ce que c'est, machin et tout. La seule partie d'histoire qu'il y a eu, et Nivrae a très bien dit, c'est à travers finalement les petits films d'animation, à travers le premier film d'animation qui était de 12 ou 15 minutes, où tu voyais effectivement un début d'histoire et tu comprenais qu'il y avait un background assez fou derrière, qui a jamais été finalement dévoilé et qu'on dévoile pas du tout, ni à travers les films d'animation, ni à travers ce comics. Le truc, c'est que là, ce que vous dites, et je l'entends très bien sur le côté, mais c'est des petites histoires qui amènent rien, on n'a pas le contexte, on n'a pas le truc. Mais à côté de ça, ils font des films d'animation qui sont trop bien parce qu'ils ont la thune. Bah ouais, mais quand tu prends ton film d'animation tout seul, en fait, il t'amène que dalle. C'est-à-dire que quand tu prends l'histoire je sais plus comment elle s'appelle, Soldat 76, tu vois une micro-histoire de sa vie, mais t'as pas de contexte plus que ça non plus, en fait, c'est exactement pareil. Là, cet été, j'ai regardé le dernier qui est sorti, je sais plus ce que c'était, une meuf dans la neige, là. Mais pardon. Un peu de respect. Vous connaissez les prénoms, oui. Et tu vois, je connais ni l'histoire, ni le jeu. Je regarde son truc avec plaisir parce que cette histoire-là, elle a un début, un milieu et une fin. Et c'est beau et c'est bien réalisé. C'est pas le cas du comics. Là, le comics n'a ni début ni fin et c'est chum et c'est mal écrit. T'es un peu dur. Enfin,
Je vais lire des dialogues. Vas-y. Les dragons ne vous importuneront plus, monsieur le maire. Je ne vous remercierai jamais assez. Comment puis-je vous dédommager ? Faire l'œuvre de justice est une récompense en soi, tout comme rendre le sourire à un enfant. Une bonne chose de faite. Maintenant, occupons-nous de ce qui nous amène ici. Le carburant. D'accord, mais je veux bien une currywurst. Non mais sérieusement. Attends, on a parlé de 29 points d'intérêt différents et j'ai pas compris. Non mais c'est super dur. Parce que là, le point que j'essaye d'amener, c'est que ok, peut-être les films d'animation sont peut-être mieux introduits ou en 5 minutes, 6 minutes, on arrive à te faire créer une histoire finalement qui n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu la même chose finalement. Là, on te livre un comics qui est effectivement sorti de son contexte et si t'es pas joueur, c'est un produit dérivé. Mais c'est ce que c'est là où j'amène. C'est le truc, c'est que tu peux pas être aussi dur avec un produit dérivé. Tu lis ça parce que tu aimes le jeu, et parce que tu veux connaître le jeu, ou parce que tu es intéressé par les personnages. Le point, alors effectivement, c'est un peu dessiné avec les pieds. Pour beaucoup du truc en tout cas. Enfin moi j'avais lu le McCree quand surtout le premier, putain, commencer par ça, tu commences pas ton bouquin par ça. Alors que la couverture est quand même assez sympa. Mais c'est la couverture. Ouais, mais c'est la couve en plus enfin retourne le bouquin s'il te plaît Adrien qui est à terre là en la première, oui. Ouais, OK, c'est même pas très joli. Non, mais non mais McCree effectivement quand il était sorti en web comics à l'époque, effectivement j'ai sauté dessus parce que je jouais au jeu et j'étais trop content de lire un truc sur lui, en plus c'était mon perso. Donc voilà, et effectivement quand je l'ai lu j'ai fait ok. Un peu déchanté. Je suis pas du tout fan, je vais attendre plutôt son film d'animation. Mais effectivement c'est un produit dérivé, ça fait partie de la politique de Blizzard comme on l'a dit, voilà, de faire plein de trucs et de pouvoir faire énormément pas de fric mais énormément de médias, de cross-média pour alors en l'occurrence c'était gratuit donc tu sais que ça sert juste en fait le jeu, enfin leur but c'est de créer un univers quand il est sorti vers le jeu. Quand il est sorti en papier ils se doutaient bien qu'il y avait des fans qui allaient l'acheter. Ça c'est le deal de Mana Books, enfin tu vois après ou de Dark Horse, mais c'est pour les collectionneurs. Mais voilà, ça vient agrémenter leur univers et ainsi de suite. Il y a pas mal de presse pour la sortie française du truc donc ouais mais c'est vrai que ce qui est un peu regrettable c'est que comme on dit les dessins sont pas ouf, c'est pas hyper joli et quand tu le sors sur ton écran ça te dérange pas trop et c'est vrai que là à l'avoir en papier et la qualité du dessin tu dis en fait il est même pas forcément beau à avoir chez soi. Donc c'est l'objet tu veux dire. C'est un peu dommage. Les scénars auraient pu être complètement pourris s'il y avait eu des pures cases et des trucs où tu fais waouh c'est trop classe. Bah non en fait. Même moi sur les persos que je joue il y a aucune image où je me suis dit celle-là j'aimerais trop l'avoir. Il y a pas ça, il y a vraiment pas ça. Disons que tout ce que tu trouves qui est fait par les fans est tellement à des kilomètres mieux que ce que tu trouves là-dedans quoi. Et pourtant t'as des artistes assez dingues qui ont bossé dessus. Tu retrouves les équipes qui ont bossé sur le jeu parce que t'as une grosse team Overwatch derrière. T'as aussi des artistes français qui sont des artistes de BD et de comics français qui ont travaillé dessus. Donc c'est des gens qui ont des vrais noms, qui ont de la vraie expérience là-dedans. Et c'est pas bon. Alors comme j'ai dit au départ, moi je joue beaucoup au jeu, j'aime beaucoup l'univers, donc c'est vrai que les avoir lus au fur et à mesure, ça tombait bien. En fait. C'est vraiment ça, c'est que ça tombait bien. Mais pour moi, il y a aucun intérêt de l'avoir sorti comme ça. Et je trouve ça même limite dommage, parce que même en plus Mana Books, ils ont eu le malheur. Ils ont eu le malheur de sortir pas mal de choses sur Overwatch en même temps au mois d'octobre, dont un guide du jeu 2 jours avant une grosse mise à jour qui changeait tous les pouvoirs des persos. Et voilà, c'est très dommage pour eux. Faire, ça. Et j'ai un peu du mal à les soutenir. Et c'est vrai que tu sors en plus un bouquin qui est payant, qui est pas hyper quali, qui est pas hyper ouf, sur quelque chose qui était gratuit en ligne. Enfin, je sais pas, ça me plaît pas trop et je suis même pas sûr que Blizzard y soit gagnant dans quelque chose là-dedans. D'accord. On dirait un projet d'étudiant. Ça sent bien les. Non, mais la façon dont vous en parlez, moi, voilà. Non, mais ça sent bien. Après, je spécule, mais j'imagine bien l'éditeur qui va aller voir Blizzard en disant j'aimerais bien faire sortir vos trucs, et puis voilà quoi. Moi, le seul truc que je regrette vraiment, et après je l'ai peut-être pas vu, c'est que Blizzard est pro pour surtout sur Overwatch pour sortir l'easter egg du jeu. C'est-à-dire quand je donne l'exemple de Sombra et de Ana qui sont 2 personnages du jeu, lorsque les personnages n'étaient pas sortis, il y avait des fan théories qui se sont révélées vraies sur qui étaient ces personnages et quand ils allaient sortir et à quoi ils étaient liés, sur du détail qui était in-game, sur des phrases qui étaient in-game. T'as Reaper à un moment dans le jeu qui, quand tu fais une certaine action, il demande où est son bras alors que c'est un perso qui est pas sorti, on sait pas qui va sortir, donc on se demande à quoi c'est, donc ça ramène à quelque chose d'autre, ainsi de suite. Et même dans les
dans les vidéos animées qu'ils faisaient sur les films animés, justement, il y avait énormément de easter eggs sur les prochains perso qui allait sortir. Et donc du coup quand moi j'avais commencé à voir les comics, je me suis dit putain c'est ouf, il va avoir des trucs justement à voir dedans et à comprendre pour les... Et en fait non. Et donc ça c'est ce truc que je trouve le plus dommage, c'est qu'il n'y a même pas ce petit croustillant de dire oh putain ce serait tellement cool d'avoir un détail dans l'histoire de Macri qui donne un nouveau personnage de Anna ou de trucs. Et en fait non, pas du tout, donc c'est tout pourri. Du coup est-ce qu'on recommande même aux fans ou pas? Bah, disons que si les fans l'ont déjà lu, oui, ouais, en théorie, ils l'ont déjà lu. Il n'y a pas d'intérêt puisque l'objet en lui-même est pas ouf, puisque les dessins sont pas ouf. Ouais. Donc j'aurais vraiment du mal à le conseiller. Pourtant, je suis fan d'Overwatch. Ouais, d'accord, donc c'est un. Moi, ça me fait penser, j'ai reçu à la librairie il y a 2-3 mois l'artbook d'Overwatch. Oui. Enfin, je ne joue pas, j'ai pas précisé, mais je joue pas. Il est ouf. Enfin, c'est. Ça pour moi, ça a 100 fois plus d'intérêt que ces aventures, ces micros aventures. D'accord. Bon, bah je pense que c'est pas ça n'a pas remporté un franc succès parmi les. Voilà. Ce qui nous permet de passer sans aucune transition à part cette toux que tu auras coupé au montage, j'espère. À la troisième revue de cette semaine. Facilite pas le boulot, hein, putain. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, tu peux le faire. C'est le mec qui fait, tu vas couper son montage et je n'arrête pas ma phrase. Sherlock Frankenstein and the Legend of Evil. C'est Zef qui va nous en parler. C'est Adrien qui l'a choisi. Oui. Oui. D'ailleurs, si vous voulez insulter les gens, c'est Nivray qui a choisi Overwatch. Donc. Oui. Alors, je continue. Non, mais je peux balancer. C'est quelqu'un dans le BCC qui nous a dit, qui m'a dit, ça serait bien que tu en parles. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi. On va le virer ce soir. Dans le BCC, on m'avait demandé, ça serait bien que tu en parles. Bah ça tombe bien, on a tous les pouvoirs d'admin sur le groupe maintenant. Il bossait chez Manabook. Déçu. Donc Sherlock Frankenstein, c'est sorti chez Dark Horse également, parce qu'ils font d'autres choses que du promo commercial. Écrit par un tout autre auteur qu'on connaît bof ici, Jeffrey Lemire, et illustré par un autre artiste qu'on connaît pas très bien, David Rubin ou Rubin s'il est espagnol. Ça a commencé cette année en 2017, et c'est donc toi Zef qui va nous en parler. Donc oui, alors c'est un univers alternatif de Black Hammer qu'on avait déjà chroniqué dans l'émission numéro 76. Non, je sais plus laquelle émission c'est, mais Comic Out 1556. Et c'est donc alors moi c'est difficile parce que j'avais commencé à lire Black Hammer mais j'ai pas fini. Donc j'ai eu un peu peur lorsqu'on m'a proposé cette histoire en me disant je vais être complètement perdu, et en fait vous lecteurs qui n'avez pas encore lu Black Hammer, honte à vous, mais vous pouvez si vous voulez commencer par Sherlock Frankenstein et The Legion of Evil parce que c'est complètement possible, on y comprend absolument tout. Sans avoir lu le reste, donc ça vous fera une double surprise. Dans cette petite série, je crois que c'est une mini-série qui va être en 6 issues. On y retrouve Lucy Weber, qui est la fille de l'auteur de romans. Donc la fille en fait du Black Hammer. Donc Black Hammer, c'était, on le comprend assez rapidement dans le début de l'issue. En fait, c'est le super héros qui a disparu en combattant en fait une armée de super vilains, et à un moment il a fait un truc spécial, il s'est passé quelque chose de spécial, un grand flash blanc, et tout le monde a disparu dedans. Je regarde rien en même temps qui me fait un oui de la tête en disant c'est bon, je dis pas encore de conneries. Et donc en fait elle c'est sa fille, et c'est une journaliste, elle a qu'une idée en tête, c'est retrouver son père, comme toutes les petites filles qui ont perdu leur papa dans un grand éclat blanc. Et donc pour ça elle va mener l'enquête. Elle va mener l'enquête et elle va commencer par aller interroger en fait les super vilains qui sont capturés et enfermés, non pas à Arkham mais dans une prison dont j'ai oublié le nom mais qui ressemble quand même pas mal, et elle va commencer en fait son enquête comme ça. Elle va rencontrer un premier méchant dont j'ai oublié le nom, un espèce de robot géant, et en fait elle cherche Sherlock Frankenstein, qui est censé être le plus gros vilain, je crois, de la série en fait, et qui a forcément en fait une info dessus. Voilà. Et elle commence par rencontrer Mectoplasme, qui est un héros, un vilain qui est oufissime. Enfin, je le trouve trop cool en fait dans le design, mais j'y reviens après. Et donc voilà, en fait, elle va mener son enquête comme ça en commençant à interroger les vilains. Et en fait, je sais même pas quoi dire parce qu'en fait, c'est que ça sur les deux premières, parce que la troisième est pas encore sortie au moment où on enregistre. Enfin, elle vient juste sortir. Et dans la deuxième issue, je le dis parce que je le vois sous les yeux, merci Nivrae, on y revoit Cthulhu. Et ça, pour les fans de Lovecraft, c'est obligatoire. Alors, il n'y a pas que Cthulhu, il y a Cthulhu aussi.
Non, ce blanc était trop long. Voilà. Donc il y a Cthulhu et effectivement ça défonce. Non voilà. Que dire de ce comics rapidement? Ça défonce déjà d'un. C'est que du dialogue quasi parce qu'effectivement c'est que de l'enquête et du dialogue entre les personnages, mais enfin tout défonce. L'enquête défonce, les pensées de l'héroïne principale sont tellement bien mis en place, les interactions avec les vilains sont bien définies et franchement mènent à quelque chose. Je sais pas comment dire ça en fait. La rencontre avec le Cthulhu, enfin l'avatar de Cthulhu qui est en fait un plombier qui s'est fait mind blow en fait par Cthulhu, c'est complètement génial. Enfin, l'idée est complètement fou. Là, avec la femme de ce plombier qui fait payer ses interviews avec son mari, qui a un monstre qui fume et qui a une fille qui est trop mignonne que j'ai envie d'avoir si j'ai un jour je veux des enfants. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre en fait. Il faut absolument lire ça, comme il faut absolument lire Black Hammer parce que ça tue. Quand j'ai pris ce comic, je l'ai pris un poil à reculons parce que effectivement j'avais pas l'historique de Black Hammer, donc je me dis ok, je vais me perdre là-dedans, je vais devoir trop réfléchir, trop comprendre les choses et peut-être faire un tour sur Wikipédia. Et en fait pas du tout, ça glisse tout seul, c'est super agréable. Et quand je suis arrivé à la fin de la deuxième issue, j'étais vraiment triste en me disant putain, j'ai pas la troisième, j'ai envie de continuer à lire ça, donc je vais me reporter sur Black Hammer tout de suite. Ouais, parce que je crois qu'on a eu un micro problème de timing et qu'il est sorti le jour de l'enregistrement. Il est sorti ce matin effectivement, mercredi 20. Et j'ai eu le temps de le lire. Oui, alors toi Adrien, est-ce qu'il faut dire que tu es un fan? Ah oui, je suis complètement au taquet. Un amateur. Non, mais à triple titre, parce que déjà fan de l'émir, fan de Rubin et fan de Black Hammer. Alors forcément, quand on a annoncé que Black Hammer allait donner lieu à une suite de spin-off, en fait, il y a plusieurs spin-offs qui sont prévus. Qui sont tous en mini-série. Là, Sherlock Frankenstein, c'est vraiment une enquête qui est faite dans l'univers, et en même temps c'est pas vraiment l'univers, puisque dans Black Hammer, pour répéter un petit peu le pitch, c'est une bande de super-héros qui affrontent lors d'une invasion terrestre, comme on voit souvent dans les comics, par un super vilain qui s'appelle Antigod, qui fait quand même très 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 penser à une forme de Darkseid, ouais, je pense que c'est le plus proche en fait. Et donc en fait ils disparaissent tous à ce moment-là, et ensuite ils se retrouvent dans une petite ville des États-Unis où personne ne sait qui ils sont. Ils ont toujours leur pouvoir, mais pas forcément exactement fonctionnel. Ils peuvent pas sortir de cette ville, et donc du coup ils font profil bas depuis des années, soit décider à refaire leur vie, soit absolument pas prêt à tourner la page, quoi. Ouais. Et donc c'est plutôt un drame psychologique, Black Hammer, qui se passe dans cette petite ville, et on voit, en fait, c'est ultra méta sur les comics. C'est surtout une lettre d'amour au genre super-héroïque, qui est menée de main de maître par l'émir. Par JL. Ouais. Et là, en fait, ce qu'on a, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui sont restés sur Terre. Donc là, pour le coup, en fait, on fait un peu une autre version, quoi, de Black Hammer. C'est qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté. Et en fait, la petite fille de Black Hammer, ce héros qui a disparu. Alors lui, pour le coup, on le retrouve même pas dans Black Hammer. Enfin, il faut savoir que dans Black Hammer, il n'y a pas Black Hammer. C'est le MacGuffin, le truc qui... Voilà, c'est vraiment le plus gros mystère. Et sa fille, elle cherche à savoir ce qui se passe. Et la seule information qu'elle a, c'est que Sherlock Frankenstein avait été vu sur les lieux du crime. Donc elle va... les lieux du crime, juste avant la disparition, quoi. Et elle va chercher à comprendre, elle veut retrouver son père. Et en fait, c'est surtout une ode, pour moi, c'est une lettre d'amour aux vilains dans les comics. Elle va aller les interviewer un par un. Il y a comme dans Black Hammer, il y a des références très claires où tu te dis, ok, en fait, là, par exemple, Sherlock Frankenstein, il ressemble pas mal à Lex Luthor, en fait. La façon dont on le présente, on dit que c'est l'homme le plus intelligent du monde, qu'il est richissime, mais par contre, il a des pouvoirs peut-être un peu, où il a une espèce de liaison avec l'occulte un peu étrange. Ouais. Et donc, elle va essayer de remonter sa trace et de le retrouver. Moi, je trouve ça brillant. Là, le troisième vient de finir sur un cliffhanger de ouf encore, et c'est trop beau. Parce que David Rubin continue de nous impressionner après Ether, après Grand Hôtel Abîme et tout. Et moi j'aime beaucoup, il y a cette espèce d'univers un petit peu toujours à la donjon. Enfin moi ça me fait penser un peu à ça, quoi, tu vois, une espèce de bestiaire là que t'as envie de découvrir. Et voilà.
Petite question pour toi avant de passer la parole à Nivray. On retrouve l'émir à l'écriture, mais est-ce que du coup la série principale continue en parallèle ou Ouais. D'accord. Parce qu'on avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois de Lazarus qui avait arrêté ses publications pour pouvoir éditer des spin-offs avant de reprendre la série une date ultérieure. Là, il continue. Black Hammer, en fait, c'est assez drôle parce que l'émir a fait au bout de, donc il a sorti 2 TPB et au bout de 13 numéros, je crois, il dit en fait il va y avoir un reboot. Et tout le monde fait what, il laisse un peu le mystère planer pendant, je sais pas, peut-être une journée ou quoi. Il fait non mais enfin moi je dis ça, enfin je vais faire un reboot comme toutes les autres maisons d'édition, quoi. Je veux dire mon histoire elle continue, mais juste je vais dire que c'est un reboot, quoi. Alors en fait il se fout bien de la gueule de DC. Il fait combien de séries en même temps, ce mec? Là il en a combien? Je sais plus à combien il en est là. C'est ouf, la productivité qu'il a. Il continue. Et ouais, l'émir, il y a un an, je ne connaissais pas. Et puis, à force d'entendre Adrien en parler, j'ai commencé à m'y mettre. Et du coup, il y a quelques semaines... Tu t'es demandé si c'était pas son mari. Non, mais il y a quelques semaines, j'ai lu Black Hammer. Et du coup, là, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, c'est cool, pour une fois, j'ai lu. Et en fait, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin, effectivement, comme le disait Zef, d'avoir lu Black Hammer avant pour comprendre, puisqu'on est vraiment sur ces bases d'interview où c'est une jeune fille qui cherche à avoir les infos. Donc, elle n'a pas les infos, toi, tu n'as pas les infos, donc tu les gagnes en même temps qu'elle. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et l'autre truc hyper intéressant, comme le disait Adrien, j'aime bien vous citer, c'est justement que c'est un hommage à tous ces méchants, et moi j'adore les méchants. C'est aussi pour n'aime pas les méchants? C'est aussi pour ça que j'adore White Knight, parce qu'il y a Joker dedans. C'est que j'adore les méchants, et en plus c'est des méchants qui n'ont pas l'air si méchants pour ceux qu'on voit en tout cas au début. Mectoplasme, c'est un espèce de gamin qui a été enfermé dans un robot. Il est innocent au départ, le pauvre. Cthulhu, qui est un plombier, le mec, c'est rien au départ. En fait, c'est des espèces de gens qui sont devenus méchants, mais sans vraiment le vouloir. Et puis, il y a la fille de Cthulhu qui est juste géniale. Je sais pas si je peux dire son prénom, mais vas-y. Elle s'appelle Cthulhuise. Et j'ai vu ça, j'ai fait oh mon Dieu, mais je veux avoir un enfant pour l'appeler comme ça. Je trouve ça génial. On est d'accord. Au-delà de la gamine qui a l'air extra, j'espère qu'on va la revoir, mais vraiment, c'est ouf. Alors, j'ai pas lu la 3e issue parce que, j'ai pas eu le temps, mais je me suis spoilé la dernière image. Non. J'ai avancé un peu pour la dernière image et j'ai fait oh mon Dieu, c'est trop bien. Donc, du coup, je vais la lire. Là, je pense, en fait, en sortant de l'enregistrement, je vais la lire dans les transports parce que j'ai vraiment envie de savoir comment est-ce qu'on en arrive là. Et c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que c'est un comics qui parle beaucoup. Moi, habituellement, je suis pas hyper fan. J'aime bien quand il y a de l'action, quand t'as quelques phrases dans les bulles. Là, ça parle énormément. Mais en fait, c'est tellement bien écrit, c'est tellement intéressant que c'est passé, mais tout seul. C'est vraiment... ça passe bien, t'es hyper intéressé par tout ce que tu lis. Ça t'embarque là-dedans et tu veux savoir, en fait. Et t'avances dessus. Et en plus, à côté, ayant lu Black Hammer, et t'as ce vide dans l'histoire de Black Hammer parce que tu sais pas ce qui s'est passé avant non plus, et du coup tu dis mais en fait t'es vachement intéressé aussi pour savoir comprendre un peu et savoir où est Black Hammer, parce que le mec il a quand même une série à son nom, on sait qu'il a une fille, on sait qu'il existe, mais on sait pas où il est, quoi. Alors j'ai pas vraiment continué la lecture, mais j'espère qu'on le verra jamais. Justement, ça donne une espèce d'ombre mystique à tout. Ne dis rien, Adrien, ne réponds pas. Adrien, tu as retrouvé le prochain projet de Jeff Lemire chez Marvel? En fait, il a quitté Marvel en mars. D'accord. Et là, il va revenir. Putain, oui. Il va revenir chez DC. Oui, voilà, c'est ça. Il prend Hawkman. En fait, il va rebooter. Donc il va en faire une série bien, du coup. Bah peut-être. Quelque chose à ajouter sur. Lisez-le. Lisez-le, voilà, c'est une recommandation. Juste un mot sur l'univers graphique. C'est un côté dark gothique qui est super beau, qui est super stylé. J'avais eu la peur au départ quand j'avais lu Black Hammer que ça fasse un peu vieillot. C'était un peu ma crainte quand j'avais vu la couverture. J'ai fait attends, on dirait un truc qui est sorti il y a 60 ans. Oui, des couleurs pastel. C'est ça, les couleurs pastel. Et en fait, c'est super beau. Le travail, que ça soit sur vraiment le dessin, les couleurs, c'est hyper cherché, c'est hyper bien fait. C'est au bon endroit, bon moment. C'est vraiment un taf de malade. Eh ben félicitations à ce jeune auteur. Et puis non, mais surtout à Rubin, quoi, parce que Rubin pour le coup, voilà. Puis les couleurs sont ouf. Jeff Lemire, je l'aime.
C'est donc la fin des... Oui, non, sans Ben, il n'y a personne pour soutenir mes blagues de merde. Ces 3 comics, vous retrouvez les informations sur le site de Radio Kawa. Je rappelle qu'on a parlé de Batman, White Knight, Overwatch Origins et Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil. Je vous mets les liens pour pouvoir savoir où les acheter. Et donnez-nous vos avis sur ce que vous avez pu lire des comics de cette semaine ou de ce que vous aimeriez entendre parler dans les émissions à venir. Elle est dure à finir cette phrase. Ah ouais. C'était déjà pas simple à commencer. Là. Non. On se retrouve dans un tout petit instant après cette page de pub pour parler d'argent. Jeff Lemire, le 21e siècle. C'est parce que Mark et William avaient eu l'idée de développer des jeux ensemble que les dieux imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose créer un logo avant la première ligne de code doit être puni. Vous serez condamné à animer un podcast sur le développement de jeux vidéo, avec chaque mois un nouvel invité. Telle est notre volonté. La Dev Team, c'est une fois par mois, et c'est sur Radio Kawa. Vivant, vous êtes vivant. De retour dans ce 88e émission. 92, épisode. J'ai dit 7. CET masculin, déterminant, pronom démonstratif, de nature masculine. J'ai décidé. Oui, bon, c'est 25 décembre, vous êtes fatigués autant que nous, ok, d'accord. Deuxième partie de l'émission, Disney Fox, l'aventurière. Oh elle est bien. Oui, si, elle est bien, elle est bien. L'annonce a fait un grand effet dans le monde des médias. La Walt Disney Company, j'aurais dû le faire avec une voix années 30. Oui, l'annonce a fait un grand effet dans le monde des médias. La Walt Disney Company a racheté une grande partie du groupe du 21st Century Fox d'un montant de 42 milliards de francs d'euros. Donc la Fox dedans. Dollars, non? Non, c'est de francs. C'est 66 francs ou d'euros? Non, d'euros. Oh là là. 66 milliards de dollars, 42 milliards d'euros. Ouais, ça. Au cours du 20 décembre. Dont 13 milliards de dettes. Donc oui, c'est vrai, non mais c'est important, c'est il y a 13 milliards de dettes. La Fox, on la connaît bien pour Alien, les Simpsons, putain, grave. Avatar, La planète des singes, L'âge de glace, les Die Hard et toutes leurs chaînes de télé dont en France en Europe en tout cas on n'a pas des masses, mais aussi les publications de National Geographic, la plateforme de vidéo à la demande Hulu, Sky, le groupe de télévision satellitaire Royaume-Uni. Le but étant entre autres de rivaliser avec les autres pure players comme Netflix et Amazon. Donc en gros ils partaient de loin. Ils avaient un projet Disney de faire une plateforme où on verrait toutes leurs productions, donc Marvel, Disney et toutes les autres mini succursales qu'ils possèdent. Mais là du coup ils sont pour projet d'étendre ce catalogue à ce qui correspondrait à peu près l'infini. Si on retire Universal, si on retire Warner, effectivement Time Warner et tous les autres. Donc si vous nous écoutez, comme c'est le cas 88 émissions, vous savez que l'univers des comics Marvel n'est pas détenu à 100% par Disney et que des franchises, notamment les X-Men et les Fantastic Four, étaient jusque-là la propriété de la Fox. Et donc cette annonce risque de changer bien des choses et pourquoi pas en parler maintenant. T'as vu comment j'ai absolument lu mon texte au lieu de l'animer et de le vivre. C'est pas grave, je suis fatigué, j'ai le droit. Alors, juste une précision qu'on n'a pas donnée. Donc le rachat au 20 décembre, il est fait, mais il doit être encore validé par une commission américaine de la concurrence qui dira si oui ou non elle est viable. Parce qu'effectivement, on va créer un monstre de médias qui va représenter beaucoup de parts de marché à la fois à la télévision, parce qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision qui sont impliquées là-dedans, et ensuite donc les plateformes numériques de diffusion, plus tous les trucs de VOD. Ça risque de phagocyter pas mal le marché. Donc, mes petits amis autour de la table, comment avez-vous pris cette annonce? Surprise, ravissement, déception? Enfin, je veux pas moi, ma première réaction, c'était le montant. Enfin, tu vois, c'est genre un montant, tu sais, que je n'arrive pas à imaginer. Moi, ça a dépasser 150 €, j'ai du mal à. Je suis là, quoi? Attendez, 169. Non, mais ouais, j'ai vraiment complètement débloqué sur le montant. Mais c'était pas aussi, c'est aussi cher que le rachat de Marvel, non? On était à combien sur Marvel? Quand Disney a acheté Marvel, tu veux dire? Ouais. On était à combien? Je crois que c'était 60 millions. Tu poses des questions à l'antenne dont voilà, on non, mais je crois en fait le montant pour moi il était quasi identique, mais j'ai ça en tête, mais Nivray est en train de regarder, donc voilà, continue, pardon. Voilà, et puis surtout après
Après, bien sûr, on pense tout de suite, assez rapidement, en tant que fan de comics, à tout ce que ça veut dire pour les licences. Et puis, quand on... 4 milliards de dollars. Autant pour moi, il manquait un zéro. C'est ça, c'est pas vraiment pareil. Non, puis c'est quand même la fin des Big Six, quoi, tu vois. Donc c'est quand même un peu ouf. Il y avait en gros, on comptait dans les Big Six Fox, Paramount, Universal, Sony, Warner. Là, je parle des gros studios de production américaine. Ouais. Et donc là, on passe à 5, en gros. C'est ça. Et puis, on se cristallise un petit peu quand même sur des grosses bastons de licence, quoi, avec d'un côté Paramount qui reste quoi, alors on va commencer par Warner qui a DC quand même, voilà. Et puis chez Paramount, ils ont les classic monsters. C'est ça. En gros, de leur univers qui sont en train de commencer à avancer là. Donc eux aussi sont en train un peu de tisser un univers. Après Universal et Sony, c'est encore un peu autre chose. Enfin, Sony a quand même des choses, mais voilà. Enfin, moi aussi, pour faire parler autre chose de comics, j'ai assez rapidement pensé à ce que ça voulait dire pour Star Wars, puisque chez Fox il y avait les droits de New Hope et c'était ce qui les empêchait. Enfin, oui ou non, tu vois, il y a des théories, machin, genre est-ce que vraiment parce que Lucas dit qu'il peut pas ressortir New Hope dans sa version originale parce que il a perdu les bandes. Mais en fait, ça ressemble à un énorme pipeau. Enfin, genre, il les aurait détruits en refaisant la spéciale édition. Mais un peu, voilà. Bref. Et tu vois, soudain, tu te dis, ah bon, ok, d'accord, peut-être que Disney, en reprenant les droits de New Hope, machin, peut commencer à refaire une despecialized. Original Edition. Ouais, voilà. Enfin bon, bref. Bref, ça, c'était pour mon autre facette de nerd. Après, pour le côté comics, ouais, bah quand même, tu penses très très vite X-Men. Moi, plus X-Men que Fantastic Four. Sachant que, si je me trompe pas, tu vois, l'arc, là, il était terminé. Enfin, Logan, ça signait la fin un petit peu du truc. C'est vrai que là, on est plus censé voir le personnage de Wolverine à l'écran, en tout cas dans cette itération des films X-Men chez Fox. Et on n'attendait pas une suite des 4 fantastiques de la Fox. Apparemment, c'est une fois tous les 10 ans et c'est pas terrible. Il y a Deadpool aussi. Oui, Fox. Ouais, voilà, qui est encore en cours, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on attend en 2019 un film. 2018, un film avec câble. Exactement, et ça fait partie un peu des inquiétudes des gens, de ce qu'on entend, c'est que Deadpool, par exemple, est un personnage qui est pas très Disney. On va dire qu'il passe pas ça très m'emmerde. bien. Enfin, pardon, je te laisse. Mais on sait que les gens accusent souvent Disney de relisser un peu les personnages, de les déviolenter. Je sais pas si ça peut se dire comme ça. Ils ont vu Punisher ou pas ? Bah oui, mais Punisher, il est pas Disney. C'est son rôle, oui. Voilà. C'est Netflix qui le c'est produit, ça. donc c'est pas la même chose. Et c'est qu'habituellement, c'est vrai que les héros un peu plus dark, on va les voir chez Netflix, on va les voir, mais pas chez Disney. D'accord. Et donc là, il y a pas mal d'inquiétudes là-dessus. Mais s'ils veulent garder les personnages et continuer à bosser là-dessus, si ça passe sous une licence un peu plus Disney, s'ils veulent vraiment continuer ces personnages-là, ils pourront pas y toucher de toute façon. Mais moi, je sais pas ce que ça veut dire un peu plus Disney. Enfin, en fait, ça a tendance à m'énerver quand tout le monde, tu sais, dit ah mais regardez, ça y est, ils vont mettre Mickey dans Star Wars. C'était le premier truc qu'on attendait à l'achat, oui. Mais t'as pas vu l'easter egg de Mickey dans Star Wars 8 ? Non. Tu l'as sérieux ? Oui, je suis sérieux. Ah bah écoute, tu feras plus attention quand tu verras le film. Non mais tu vois, par exemple, Rogue One est quand même genre le plus violent et le plus vénère des Star Wars, et c'est Disney qui les a poussés à aller au bout de leur ambition créative. Et tu vois, pour Deadpool, c'est une manne financière de ouf, ça rapporte de la thune de ouf. Les mecs sont des businessmen, donc tu peux dire Disney, Mickey, machin, tout ça, les princesses, mais en fait non, c'est l'argent, tu vois. Donc du coup, s'ils veulent faire de l'argent, ils continueront les recettes qui fonctionnent. Et surtout qu'ils changent pas l'acteur, quoi. Et moi je crois très franchement que ça ne touchera pas les ambitions créatives. En tout cas sur les licences existantes. Non, mais je suis complètement d'accord avec Adrien dans l'idée. Ça peut pas être autrement que on veut faire du fric, on achète ça pour faire du fric, donc quoi qu'il arrive, on en fera avec ça en fait. Mais Nivray avait pas terminé apparemment. Ouais, non, mais en fait, je voulais juste évoquer les autres licences sur les films qui vont sortir la Fox, parce qu'on a les Nouveaux Mutants
qui arrive. Qui a l'air ultra violent. Aussi ultra violent, hyper dark, limite, je pense, du film d'horreur. Hein, oui, on peut le dire. Apparemment, c'est assez assumé. C'est un film d'horreur. Voilà. C'est un thriller. Ouais. Ils avaient aussi dans les tuyaux un film sur Gambit. Oui. Toujours avec Channing Tatum, qui est revenu sur les devants de la scène quand Deadpool a fonctionné. Et, oui, exactement. Parce qu'avant c'était à la poubelle. Ouais. Ça n'avait pas l'air terrible. Il y a du Predator aussi. Alors ça fait peur par contre, on va arrêter. Alors ça fait un peu peur. Juste un truc sur Predator, tu sais qu'ils en ont sorti 29 après, il y en a qu'un seul qui a marché. De quoi Predator. Qu'est-ce que tu racontes? Ok. Coupons-le. C'est pas film d'horreur. Juste, on peut même parler. 29. J'ai même envie de parler manga pour faire plaisir à Zef, mais Gun, Alita. Oh pitié. Et chez la Fox aussi. J'ai envie de chialer. C'est ouf ça. Donc c'est l'adaptation du manga Gun, mais vous avez peut-être vu la bande-annonce avec les gros yeux. Le personnage a des gros yeux. Horrible. Assez traumatisant. Et en fouillant un peu internet, j'ai vu qu'en fait Fox avait obtenu les droits de pas mal de comics de chez Boom Studio. Dont Lumberjam, je crois que ça s'appelle. Lumberjanes. Voilà, dont on a parlé normalement il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était Ben qui en avait parlé. Et donc les droits sont chez la Fox. D'accord. Donc il y a d'autres comics Boom Studios, mais je me souviens plus exactement des noms. Mais ils n'ont pas que de la licence Marvel en comics. D'accord, oui, c'est vrai que là, je reprends une expression qu'il a dit, on cristallise sur les super-héros. C'est vrai que le fond de l'affaire, c'est de l'argent, et le fond de l'affaire, c'est de la... Comment dire, c'est la concurrence Netflix. Une concurrence tentaculaire sur le monde entier avec des réseaux infinis. Ça ressemble à plein de trucs de Skynet, tout ça. Mais... parlons des super-héros, c'est cool. Zef, toi, tes attentes... Enfin, tes craintes. J'ai pas spécialement d'attente ou de crainte en fait. Moi j'ai très envie de voir la Mother Queen alien dans une princesse Disney. Oui. Ou dans un film avec une princesse Disney ou dans une princesse Disney en train de la bouffer. Quelle ponte ses porte un diadème. Non, en fait, ouais, j'ai envie de la voir dans une robe de princesse Disney. J'ai mis un très beau mème là-dessus. Mais sinon, non, j'ai pas de crainte. En fait, ça me fait absolument pas peur, sachant qu'effectivement, tout le rachat était vraiment autour de la politique de VOD. Ça me ferait super plaisir d'avoir plus de VOD de la part de Disney parce que c'est un truc que je cherche moi personnellement à mon niveau tout à fait personnel. Mais que dire d'autre là-dessus? Non, je suis assez d'accord avec Adrien sur le fond. Par contre, on en parlait en off tout à l'heure avec Kinevray, je sais qu'il faut pas dire ça mais j'aime bien le dire. Je crois qu'il y a 8 ou 10 mois en fait il y avait une rumeur de rachat de Apple vers Disney, c'est-à-dire qu'Apple voulait prendre tout ça pour eux et du coup ça va retarder énormément leur rachat s'ils veulent vraiment le faire. Est-ce qu'ils pourront le faire? Ils avaient à l'époque, sur les docs que j'ai vus, enfin les docs, genre je suis dans le secret, sur internet multimédia, ils parlaient de 200 milliards de rachat. Une bagatelle. Donc ça montrait le tout là à 263 milliards, si je dis pas de bêtises, ou un truc du genre. Mais c'est l'argent de poche d'Apple. Mais clairement, c'est clairement. Tiens. Donc j'ai hâte de voir ça en fait. Moi, je pense que ça peut arriver un jour en fait. Ouais, je sais pas si j'ai hâte. Ouais, non mais en fait, mais après en fait, je change mon sujet en fait. Ce à quoi on peut s'attendre quand même, c'est une réaction en chaîne de tout le truc parce que voilà, ça c'est la première étape. Derrière, tu vois, est-ce que pour concurrencer un peu le bordel, on peut s'attendre par exemple à une fusion au hasard Sony Warner ou mais ça serait complètement possible ou Paramount Universal parce qu'il y a un moment il faut concurrencer les moyens, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour les petits studios, qu'est-ce que ça veut dire pour les distributeurs qui, tu vois, Marvel aujourd'hui, Disney est déjà très très fort à réussir à négocier les revenus chers, tu vois, sur les sorties ciné, et plus t'es gros, plus tu sors de films, plus tu peux négocier les revenus chers, donc clairement ça fait un peu de mal au petit cinéma aussi. Et puis aussi je pense aux plus petits acteurs de VOD qui eux à mon avis vont gicler direct parce que si t'as Netflix qui va, je pense, en perdant en fait les films Fox et Disney, ils vont à mon avis la réaction ça va sûrement être d'investir plus dans la production comme Amazon le fait. Je pense que Amazon a les épaules pour survivre aussi. Donc on va se retrouver potentiellement avec cette plateforme. À mon avis, Hulu du coup se transforme. Netflix qui va rester sûrement produire du contenu. Ça c'est bien, ça va peut-être un peu balancer la créativité. Ouais, peut-être aussi ça va multiplier la créativité. Balancer un petit peu des trucs. Et puis à côté de ça, des plus petits acteurs de VOD qui vont sûrement crever au passage quoi.
Donc un réseautage encore, enfin dans un sens plus centralisé, mais en même temps. En fait, ça ouvre des opportunités, je pense, un petit peu partout. Il y a des réactions en chaîne qui peuvent être un peu dures pour les plus petits, des alliances, des trucs comme ça. Moi, ce qui m'emmerde un petit peu aussi dans l'histoire, mais bon, tout à l'heure, t'avais l'air d'être pas trop d'accord, Ike. Il y a quand même de l'argent qui part dans les thunes de Murdoch, même s'il rachète pas Fox Media. C'est ça. En fait, c'est quand même de l'argent qui va dans les poches d'un des plus gros acteurs de la propagande américaine et tu vois, d'un des plus gros supports de Trump. Donc c'est jamais franchement une bonne nouvelle, tu vois. C'est pour moi un dommage collatéral qui est un peu qui était pas spécialement prévu, mais voilà. C'est vrai que tu dis Adrien, c'est qu'on peut pas mesurer pour l'instant en fait l'impact de toute cette affaire tant que la décision, enfin tant que c'est pas terminé, tant qu'on n'a pas tous les détails de ce exactement pourquoi ils signent et qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui reste et que devient quoi. Je pense qu'on a du mal à mesurer vraiment l'impact du truc. Genre HBO, je sais pas bien comment ils vont survivre à ça, parce que Game of Thrones. Mais non, mais HBO c'est un genre en tant que diffuseur tout seul, d'accord. Ouais, diffuseur, mais aussi producteur, acteur de la VOD. C'est quand même, c'est assez cher. Je crois que c'est quasiment le même prix qu'un Netflix en gros, pour peu de contenu. Alors ils vont bientôt perdre Game of Thrones. Enfin, je veux dire, parce que la série va finir. Ça va être fini. Après, il y a t'as quand même pas mal de choses qui sont prévues. Enfin, t'as encore pour 5 ou 6 ans à bouffer. Mais en fait, tu vois, tu vas arriver au moment charnière où Game of Thrones est fini, et puis tu te dis, ah putain, il y a la nouvelle plateforme Disney, Fox, machin, mes couilles. Je peux peut-être récupérer mes 10 € de ma plateforme HBO qui est mourante, enfin, ou du moins qui arrive en fin de programme ou en mode turnover, et puis plutôt découvrir celle-là. Enfin, c'est-à-dire que le timing est franchement mauvais, quoi. Et HBO, tu pourrais te dire qu'ils sont plutôt protégés, et en fait, moi, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour eux, quoi. Après, sur le timing, très clairement, la plateforme, elle va pas sortir tout de suite. Non, mais ils ont le socle après, technique. Peut-être plus vite que la plateforme SVOD France Télévisions. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais oui, ils ont ce qu'il faut techniquement, mais je pense qu'il va y avoir tellement de je sais pas, de contrat signé, de licence, de machin. Je pense que ça va être quand même très long avant que ça sorte. Il va falloir attendre. Je pense qu'on aura des annonces à la D23, tu sais, le gros événement d'ici. Et encore, je pense que c'est peut-être trop tôt encore. Non, mais rien ne se fait tant qu'il n'y a pas le truc anticoncurrentiel qui a signé aussi. La question du monopole. Longtemps, quoi. Pour moi, ça va être long. C'est ce qu'avait freiné Microsoft. Maintenant, je sais pas, je le vois mal trancher la question de l'anticoncurrence là. Enfin, je sais pas, je vois pas trop pourquoi ça bloquerait, quoi. Alors, histoire de gros sous. Oui, de toute façon après, dans ces commissions-là, il y a toujours des gens qui gagnent aussi, et donc voilà, c'est comme ça que ce genre de décisions sont faites. Oui, corruption, qu'est-ce qui se passe ? Parlons un peu de. On va faire un mini théorie craft quand même, parce que ça fait plaisir. Si jamais cette fusion venait à terme, est-ce que vous aimeriez que justement les licences qui étaient d'un côté, donc chez la Fox, intègrent le MCU en mode reboot par exemple, ou en mode intégration telle quelle? C'est-à-dire que les X-Men, là on voit que les films sont développés, il y en a au moins un ou deux là, enfin un qui va sortir sûr, et donc Gambit et compagnie qui risquent de continuer. Mais est-ce que du coup vous voudrez que ça arrive tel quel, c'est-à-dire que au fait on était juste à côté, on s'est pas vu, ou plutôt on recommence les personnages à zéro, on recommence les X-Men? Tu pourrais complètement faire une histoire où je sais pas, par exemple les Fantastic Four, tu pourrais éviter une origin story en disant que en fait ils étaient en train de voyager dans plein d'univers parallèles, et puis en fait bam ils arrivent je sais pas dans Avengers 4 et puis en fait on est les Reed, et genre on était dans une autre dimension, et là on vient d'arriver, et bam, tu vois, enfin ça pourrait complètement. Regarde, Fantastic Four, Avengers 4. En théorie. Mais, tu m'as dit théorie craft. Je prenais pour exemple Spider-Man, la façon dont ils l'ont gentiment vaseliné dans le MCU, sans origin story. J'ai l'image. Tout ça à cause d'un mail qui a fuité. Nivray, toi, comment est-ce que tu verrais si jamais, là on déconne un peu. Déjà de base, j'aimerais bien qu'ils rebootent tout ce qu'ils ont démarré à la Fox. Enfin, les X-Men, faut qu'ils en finissent de là ce qu'ils en font, parce que je suis pas hyper fan de ce qu'ils en ont fait. J'étais peut-être limite plus attachée au premier film X-Men. J'aimais un peu mieux ce genre de choses, que là les versions un peu jeunes, teenage, c'est pas trop mon truc, vraiment. Et puis Sansa Stark en fait.
Oui, voilà. Du coup, ça, j'aimerais bien qu'ils rebootent un truc. Pour l'intégration avec les Avengers, je suis pas forcément. Attends, les Avengers, c'est juste le MCU en général. Le MCU en général, le fait de pouvoir se référencer les uns les autres. Je suis pas forcément fan d'une grosse intégration comme là ils nous font avec Infinity War où ils mélangent tout le monde. Après des interventions, des évocations de leur existence, par exemple, ce genre de choses, oui. Ça j'aime bien. Pourquoi pas plutôt de la série autour des X-Men, parce qu'il y a un nombre de personnages qui est quand même énorme et sûrement des bonnes séries à faire, autres que The Gifted. Justement, j'allais finir, il n'y a pas de ciné. Qui est pas si horrible que ça, mais qui effectivement mériterait peut-être un meilleur traitement quand même. Zef ? Non, comment toi est-ce que tu verrais est-ce que toi carrément tu dirais genre non, il faut vraiment que les deux univers soient séparés, quitte à ce qu'ils s'auto-référencent les uns les autres, donc c'est pas donc référence les uns les autres, mais est-ce qu'il faudrait les intégrer ou les laisser de côté si jamais? Moi j'aimerais bien voir une intégration intelligente de la chose. Je prends l'exemple d'un vieux comics que j'ai lu dans les années 90. Putain, merci, je m'entends mieux là. C'est clair. Parce que tu recules de ton micro au fur et à mesure. Non, j'ai toujours les lèvres collées à mon micro. Je le caresse du bout de mes lèvres, là je le sens. Regarde, je sens bien. Du bout de la moustache. Bref, je continue. Voilà, donc un comics qui s'appelait donc Venom, qui était une des confrontations principales entre Spidey et Venom. Et en fait, dans cette histoire qui est un récit complet en français de l'époque, on avait juste 3 pages où il y avait la chose, où Spidey allait voir la chose en disant j'ai besoin de toi au cas où je dois affronter Venom. Et en fait, il y avait juste 3 pages où tu les voyais discuter du truc et après tu le voyais plus du tout du truc. Et en fait, je me dis ce serait tellement cool d'avoir même dans le MCU, dans The Avengers 4, dans je sais pas, Captain Marvel ou n'importe quoi, voir voilà juste une scène pile avec ce personnage là. En fait, ce type d'intégration, je trouve ça super intelligent, une vraie référence aux comics et un truc surprise tellement cool, un peu comme dans Guardians quand tu vois Thanos la première fois, en fait, tu fais putain, je m'attendais pas à ce qu'il soit là, et c'est trop cool. C'est juste une scène, ça t'en met plein la gueule et ça donne tellement le ton du personnage dans un autre contexte. Et je trouve ça bien en fait. Donc j'aimerais bien que ce soit des choses intelligentes. Donc en fait, ce sera jamais le cas. Alors ça, on sait pas. Ça se trouve, ils vont ignorer le truc. Je veux trop voir Spider-Man et Deadpool dans le même univers. Mais oui, mais putain, t'es fort. Ce serait ouf. Bah, ça compléterait des choses et ça finirait l'arc narratif de Zef, parce que c'est ce qu'il est en train de lire. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais ce qui serait drôle, ce serait Luke Cage contre Thanos. Non, c'est déjà le cas. Non, ils se rencontreront jamais. Non, en fait, non. C'est trop compliqué. Il y a trop de franchises et trop. Ça serait bien Punisher contre Thanos. Oui, mais en fait, c'est le même problème que moi. En fait, je voulais faire un truc genre, je sais pas, Wolverine contre Thanos. Punisher dans la galaxie. Oui. Je vois bien avec les gardiens. Non. Punisher avec Fantastic Four. Complètement pas. Par contre, on pourrait voir du coup Venom avec les Guardians. Comme ça existait dans le. Ça serait ouf. Punisher, comme dans Thor 3, t'es genre, il trébuche et il tombe. Ce serait trop marrant. Genre, il est pas habitué à la gravité. Il tire avec son arme, mais ça s'enraye et il dit oh merde, attends, donne-moi cette hache. Lol. Il tombe. Et on ferait du coup de Thor le meilleur film de la. Oh merde. Juste deux citations. Vous avez Bob Iger, le CEO de Disney qui disait. Mais sans commentaire, cet accord nous permettra de réunir la famille Marvel sous le même toit et de créer des mondes et des histoires plus riches et plus complexes qui plaisent à notre public. C'était dans le statement de l'achat. Et Kevin Feige, président donc de Marvel Studios, a dit il y aura 2 périodes distinctes, l'avant et l'après Infinity War 2019. Ça, oui, il l'avait déjà dit avant. Mais ça c'était au sortir, enfin à l'annonce du rachat. Ouais, mais il avait déjà dit avant que de toute façon, là, la prochaine phase, ça allait être complètement différent et que personne ne pouvait s'attendre. Enfin bon, bref, du grand Kevin Feige. Mais là, ce qui est fort pour Bob Iger, c'est que c'est la fin, en fait, c'est la fin de son mandat. Il va partir à la retraite bientôt. Et en que, 2020, en gros, non mais il vient de faire son dernier coup de ouf. Ça a été rallongé en plus. C'était sa volonté, tu crois? Mais en fait, c'était pour moi, à mon avis, c'est son dernier gros coup. Et après ça, il est tranquille, tu vois. Mais il a fait quand même des trucs de ouf. Mais là, c'est le dernier move, tu vois. C'est allez, tchuss, drop the mic. Putain. Et juste une autre rigolote, Chris Evans. C'est un peu le point paradoxe de toute cette histoire. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Chris Evans, il s'est demandé, alors j'ai pas noté le tweet, mais en gros il disait j'ai une idée, si jamais on devait intégrer donc les 4 Fantastiques aux Avengers, en gros de faire un buddy movie.
où il y aurait donc la Torche Humaine et et Captain America qui seraient en train de faire connaissance en fait, tout simplement. C'est marrant. C'est assez rigolo. Eh bien merci pour ces avis. Pareil, on va vous demander sûrement sur les BCC, ça se trouve c'est déjà le cas parce que on est que nous on enregistre le 20 décembre. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce que ça peut apporter, bon déjà pour le MCU, mais aussi en fond pour la diffusion en général, le streaming, ce genre de choses. Comment est-ce que vous consommez ces programmes, ces films? Est-ce que vous êtes fan justement des séries Netflix et compagnie, et est-ce que ça peut améliorer le contenu avec de meilleurs éléments de production ou le multiplier? Beaucoup de questions. Coup, oui. Et c'est Eric qui attend. C'est moi qui pose la question. Lâchez vos coms. Voilà, lâchez vos coms. Lol. Et vous? Qu'en pensez-vous? On se retrouve dans un instant, juste après cette petite page de pub. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. De retour dans cette troisième partie de ce 88e épisode de Comics Podcast, on va faire un petit retour dans le temps. On va remonter à mes 7 ans. 1992. Nous venons d'apprendre que la Somalie traversait une période assez difficile en termes de nourriture, c'est même la famine. Je demanderai à tous les élèves de l'école Vigée-Lebrun de rassembler des haricots, du riz, et de faire en sorte que Bernard Kouchner, ministre de, je sais plus à l'époque, ça devait être Affaires étrangères, de permettre de rassurer la situation là-bas. Je demanderai également à l'industrie du comics de se réveiller un petit peu et de créer une nouvelle boîte. J'ai entendu parler d'un McFarlane qui aimait bien dessiner, mais il aimait bien aussi posséder les choses. Dans un personnage qui s'appelle Spawn. Je sais pas ce que c'est. Espérons que ça laisse une image assez forte dans nos mémoires. Je demanderais aussi à la France et à l'Allemagne de se rappeler que leur amitié transcende les années et qu'il faudrait pouvoir enregistrer ça et mettre ça autour de l'art. Voilà, de se baser entre Strasbourg et l'autre ville de l'autre côté, je sais pas comment ça s'appelle, et de faire de l'art. Je sais pas, s'il y avait une chaîne de télé franco-allemande, j'aimerais trop y travailler. Ouais. Cette année, c'était vraiment dur d'être un bébé. Wow! Effectivement, on va demander aussi à la Corée du Nord de se calmer et de ne pas lancer un programme de prolifération d'armes nucléaires. On sait pas comment ça peut finir ces histoires. Et je demande à l'Union Européenne aussi de former une communauté forte autour de la ville d'Amsterdam, non, de Maastricht, c'est pas loin. Oui, enfin, ça doit être 200 km l'un de l'autre. Et à l'Angleterre, de nous montrer son amour et son attachement au continent. Ah, voilà. Et oui, et on dit adieu à Michel Berger. Donc, voilà, c'était une mise en situation complètement nulle, c'était de l'impro à 2 balles. Mais on s'en fout, c'est Noël, j'espère que ça peut au moins vous faire sourire pendant votre dégueule de bois. Batman est un film de cinéma. C'est le deuxième, on va parler du deuxième, Batman, le défi Batman Returns. Un deuxième film de... le nouveau. Le nouveau qui vient de sortir donc cet été. Et moi, mon frère, il m'a amené au ciné. Et tu parlais pas comme ça. Je me rappelle, tu parlais pas comme ça. J'étais là. Ah si, j'avais 11 ans, donc je commençais à buer. Waouh, c'était touché toi. J'avais 12 ans. En ce qui me concerne. Non, c'est donc un film de Tim Burton, un artiste qui a encore beaucoup de talent, hein. Je dirais encore une bonne dizaine d'années où il va faire des trucs cool. Avec dedans Michelle Pfeiffer qui s'appelle Selina Kyle dedans, parce qu'elle joue un rôle. C'est aussi le nom de Catwoman, exactement. Tu miaules très mal. Tu fais bien le chat, je trouve. Eh bien, je viens de dire l'inverse. Merci, t'es vraiment mon opposé aujourd'hui. Toi, tu es mon autre. T'as remarqué que moi, je voulais animer l'émission 92. Michael Keaton qui reprend son rôle de Birdman à l'envers pour jouer Batman. Danny DeVito qui joue le pingouin. Il était en vie à l'époque et il est pas mort encore.
Je confonds avec qui? En 92, il est pas mort. Il peut pas être mort. Il vient de jouer un film. Qui a joué dans un film et qui est mort et on l'a pleuré il y a pas longtemps. Et Christopher Walken qui joue un mec avec des cheveux hirsutes. Qu'est-ce que je ne sais rien? Eh bien, YOLO. Voilà, je pose mon conducteur, qui est une tablette, et on va parler de ce film. Alors déjà, quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois? Putain, je m'en souviens pas. En fait, je garde la tablette pour voir le temps parce que faut pas qu'on dure 3 heures non plus. Je m'en souviens pas du tout. Je me souviens pas l'avoir vu au cinéma. J'ai pas dû le voir au cinéma, mais je pense que je l'ai vu à la télé à l'époque. Et j'étais super content quand je l'ai vu d'ailleurs. Oui, parce que pour les jeunes qui nous écoutent, France 5 n'existait pas encore à l'époque. Adrien, tu l'as vu quand pour la première fois? Je l'avais loué en VHS chez Vidéo Club. Vidéo Futur. Ouais, Vidéo truc bleu. Ouais, ça s'appelait pas. Non, c'était pas Vidéo Futur encore. Non, mais voilà, je l'ai loué dans un truc comme ça, quoi. Et c'était bien évidemment mortel. Et toi, Nivray, déjà t'étais né à cette époque? Oui. J'étais née. C'est un compliment. J'étais pas vieille, j'étais déjà en âge d'aller au cinéma, mais pas pour voir le film parce que c'était déconseillé à moins de 10 ans. C'est vrai, effectivement, il y avait une restriction. Non, je pense l'avoir vu à la télévision. Comme nous tous. Et revu plus tard dans ma vie, mais je pense l'avoir vu à la télévision, mais j'étais déjà un peu plus vieille. Et du coup, là, on l'a repris, pourquoi? Parce que ça tombe bien, c'est Noël. Et c'est un film de Noël. C'est vrai que c'est un élément que j'avais complètement oublié. En même temps, j'avais pas énormément de souvenirs et là, j'ai pas pu le voir le film entier, mais j'ai vu des sapins, ce qui veut dire que c'est Noël. Oui, effectivement. Et il était sorti d'ailleurs ou à alors que t'es dans les de Vosges. Noël, c'est-à-dire en juillet 90. Comme un autre très grand film de super-héros qui s'appelle Iron Man 3, si vous vous en rappelez, mais apparemment autour de la table, c'est pas le cas. Donc oui, et puis on voulait parler de quoi on voulait faire une review du film, ça. Oui, voilà. Parce que c'est un film de Noël et qu'on trouvait ça cool de parler pas d'une vieillerie, mais d'un bon film de Batman parce qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors tu parles de vieillerie, moi je trouve qu'il a pas super mal vieilli. Tu l'as vu en entier? Non, c'est pour ça. D'accord. J'ai vu 2-3 effets spéciaux qui m'ont fait faire. Il y a 2 petits passages qui font mal. Hein. Non, mais c'est quand même. Du coup, on vient de le revoir tous ensemble. C'est quand même un très très beau Burton avec, à mon sens, l'un des meilleurs Batman. Même s'il est un petit peu meurtrier sur les bords, oui. Lui aussi. Mais on a quand même des personnages secondaires de Maboule. Et puis des décors et une réal qui est Burton to the max, qui est clairement, qui annonce un petit peu ce qui va se passer par la suite pour Burton, ce qui s'est passé un petit peu avant, mais voilà, donc effectivement, même s'il n'est pas de lui, l'étrange Noël de Monsieur Jack viendra juste après, et donc même s'il n'est pas de lui, il est de lui, mais c'est pas la réal. Voilà. On retrouve toute cette patte, tu vois, avec des maquettes de ouf, du matte painting complètement incroyable, et puis voilà, pour moi, genre le Gotham qui ressemble le plus, ou du moins, alors peut-être que c'est juste que c'est le premier que j'ai vu, c'est ce que j'allais dire. Mais pour moi c'est ça Gotham, en fait. Pour moi Gotham, c'est le Gotham de Batman et de Batman le défi. J'allais dire un peu plus coloré, mais un peu plus pas coloré du tout, mais non, mais à Noël c'est un peu coloré, mais bon. Vivant. Non, mais par contre, il y a une ambiance vraiment qui est comics. Oui, voilà, au possible, tu vois. Il y a, je veux dire, les méchants et tout ça, tu vois, genre. Les méchants sont très méchants. Ouais, voilà. Mais ça porte pas, je pense, des grands messages, clairement. Voilà. Mais par contre, c'est très bien raconté. Et j'étais assez ému, en fait, de revoir ça. Et j'avais un excellent souvenir. Et c'est pas pour rien, quoi. C'est quand même vraiment tout le monde est au top. On a une Catwoman qui est quand même assez phénoménale. Phénoménale. Non. Ah. Nivray, est-ce que ce film aurait pu ressortir aujourd'hui avec ce ton, je veux dire? Avec ce ton, oui. Par contre, dans son état et sa modernité, pas forcément. Oui, non, bien sûr, oui, il y a des éléments qui aujourd'hui. Au-delà du côté, très Tim Burton, on parlait tout à l'heure des scènes qui font penser au Noël, l'étrange Noël de Monsieur Jack. On a une scène de survol d'un zoo, on a un cimetière qui font penser à toutes ces maquettes qu'on a découvert après dans ses autres films, même quand il n'était pas réalisateur. C'est vraiment, c'est quelque chose de fort et on y est attaché, et même à le revoir maintenant, ça ne choque pas. C'est plus quelques petits décalages de modernité qui sont un peu plus choquants.
Je laisserai Zef évoquer la scène du CD. Mais c'est un espèce de petit plaisir. J'en avais plus énormément de souvenirs en fait. Je m'en suis rendu compte en le regardant. Il y a quelques scènes qui m'avaient marqué, que j'étais hyper contente de revoir, mais il y a plein de choses que mon cerveau avait complètement oubliées, et c'était juste un bonheur de revoir ça à l'écran. Ça passe toujours bien, le méchant est génial. Et il y a d'ailleurs une chose qui m'a sauté aux yeux, mais je m'y attendais vraiment pas. En fait, on voit très peu Batman dans le film. C'est vraiment pas le héros. Batman n'est pas le héros du film, et je m'en ai pas rendu compte et j'en avais pas ce souvenir-là. J'avais l'impression de le voir énormément, et en fait pas du tout. Il est vaguement là. On n'a pas d'histoire sur lui parce qu'on sait déjà qui il est. Donc il y a pas de tout ça, et il intervient juste de temps en temps, mais c'est pas lui le cœur du film. C'est un méchant le cœur du film, et c'est pour ça aussi, je pense que le film est si génial. Et du coup, toi, tu dirais que le personnage principal, c'est plus Pingouin que Catwoman ? Oui, c'est plus Pingouin. Catwoman, pour moi, je la vois au même niveau que Batman. Je suis pas d'accord, mais Zef ? Non, pour moi, c'est pas le personnage principal du film, mais elle a bien plus de 50% parce que son origin story est vraiment plus quoique non, en fait, non. Elle tombe sur le dos quand même. On commence le film par l'origin story du pingouin. Et on a son enfance, Catwoman, on sait pas Penguin qui elle Jesus. est avant. Bah si, mais on sait que c'est un personnage, c'est une secrétaire loser dans en fait, on a la dans le Grand Prix qui apprend un truc qu'il fallait pas, quoi. On a la création du personnage de Catwoman, mais on n'a pas l'existence avant, en fait. Ce qui m'amène à cette question. J'ai revu la scène 3 ou 4 fois parce que je me suis posé la question. À quel moment elle devient Catwoman ? Quand elle se fait marcher dessus par des chats, quand elle tombe sur le dos et qu'elle est morte. Non, c'est ça. En fait, c'est quand elle passe à travers les. Et qu'elle se fait sucer le doigt par un chat. Léché. Les 19 par soleil, je sais pas comment on dit, de l'entreprise dans laquelle elle tombe du 52e étage, au moins, je pense. Et qu'effectivement, elle se fait à moitié bouffer les doigts par des chats, et c'est là où elle devient Catwoman. En fait, c'est pas du tout expliqué, c'est parfait, en fait. Je trouve que la scène, non, mais la scène, elle amène un truc, elle amène un truc qui est complètement compréhensible par le téléspectateur. En fait, quand tu vois qu'elle revient, tu comprends qu'il s'est passé un truc, t'as pas envie de savoir plus, quoi. Il n'y a pas besoin de plus d'explications. Puis dans le fond, je trouve ça assez métaphorique, quoi. C'est-à-dire que c'est la meuf qu'on a poussée jusqu'au. Catwoman, c'est l'histoire d'une meuf qui fait un burn-out. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est une meuf qui est poussée à bout par son patron, puis au bout d'un moment, elle va se rebeller et devenir une toute nouvelle personne avec cette espèce de conflit de personnalité que tu peux avoir quand tu décides du jour au lendemain de changer de vie, tu vois, et d'agir différemment. Il y a une partie de toi qui reste, et puis il y a une nouvelle partie de toi qui veut tout défoncer, quoi. Et je sais pas, enfin moi je trouve ça assez. D'ailleurs, en fait, dans ce film, donc, elle revient assez souvent sur le concept de en fait, je suis Catwoman et j'ai 9 vies. D'ailleurs, je suis pas sûr. Moi, je suis 17. Elle a perdu la première, elle dit 8. Comme les chats, quoi. Oui, mais après elle dit 7 parce que je pense qu'elle se. Parce qu'elle sait pas compter, peut-être. C'est ça aussi. Ou alors j'ai trop sauté de scène. Peut-être. Non, mais explique ça. Ouais. Et je sais pas si c'est un pouvoir. En fait, ça marche très bien dans le film, et ça marche pas si ça existe vraiment. En fait. Voilà, c'est ça. Et je trouve l'espèce de doute en fait un vrai film fantastique. Même sur Pingouin, tu vois. D'ailleurs, finalement, le traitement de son personnage, il est ouf. Il est ouf parce que c'est juste un gamin un peu infirme, qui est peut-être un petit peu psychopathe sur les bords. Parce qu'il bouffe le chat à 2 ans. Voilà, voilà. Mais c'est surtout un mec qui a été rejeté tout le temps et qui et après qui est complètement instrumentalisé en réalité. D'ailleurs, c'est pas un méchant, enfin c'est pas lui le méchant de base. C'est Christopher Walken. Le méchant, c'est Christopher Walken, qui arrive quand même donc à être à l'origine de 2 super vilains dans un même film. C'est quand même pas mal. Il est pas à l'origine du pingouin, c'est pas lui qui l'a créé. Il s'en sert, mais c'est pas lui qui est à l'origine de lui. Mais du coup, c'est ce qui fait snapper, tu vois. Enfin, c'est quand même. Et je rappelle que Christopher Walken a les cheveux hirsutes dans le film, ça veut dire qu'il est méchant. Désolé. Ça veut rien dire du tout. Mais en fait, je repense à la scène où justement Selina Kyle chute du truc, tu sais, elle passe à travers les trucs. Je suis pas sûr parce que le paravent en fait représente un chat qui est le symbole de l'entreprise. Et en fait, je suis pas sûr qu'elle passe pas à travers 9 trucs comme ça en fait. Il faudrait que je revoie la scène, ce serait intéressant. Et si c'est 11, c'est vraiment chum. C'est genre on a pas. Non, mais je pense que c'est un détail qui me vient à l'esprit là en parlant. Je pense pas qu'il y en ait autant. J'ai pas souvenir qu'il y en avait autant. Non, moi non plus, en y repensant, mais bon, c'est pas grave.
c'est un détail, j'ai vraiment envie de l'étudier maintenant. C'est vraiment. Bon, ouais, oui. On s'en fout. Ouais, moi j'ai kiffé le traitement de Selina Kyle en fait. Le côté justement, personne qui snap mais qui a envie d'être gentil avec cette pseudo-histoire d'amour sur Bruce Wayne et cette façon dont ils se rendent compte qui est l'un et l'autre. Tu sais, ils sont en train de danser, ils se redisent un truc qu'ils se sont dit quand ils sont sous le hou, en train de vouloir s'embrasser. Et je trouve, enfin, c'est complètement idyllique comme truc, mais c'est un détail. Mais j'adore ce genre de traitement dans un film, et surtout quand t'as deux entités qui sont à la fois amoureuses et adversaires. Et j'adore son costume parce qu'il vaut largement. Peut-être qu'un jour il la demandera en mariage, hein, qui sait. Ah merde, ce serait trop cool que ça se passe dans le Batman 36. Je sais pas, enfin bref, je dis ça comme ça. Mais wow. Non, c'est pas le 36 en plus. Ouais, mais et en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est un des points d'orgue de la relation qu'il pouvait y avoir entre les deux et qui est super bien traité dans le film par Tim Burton. Et je trouve dommage, par contre. Vas-y, tu voulais. Non, j'avais demandé, est-ce que tu sais si à l'époque dans le comics il y avait déjà cette relation amoureuse Je saurais pas dire. Je pense que oui, mais je saurais pas dire. Je veux pas m'avancer là-dessus. Mais je trouve cool. Je suis un poil déçu juste qu'on la traite pas comme est-ce qu'elle est à la base, c'est une voleuse de haut vol. Il manque cet aspect-là. Ouais. Oui, là, c'est juste une nana qui travaille dans une oui, voilà. Il y a juste le moment où elle va dans espèce de centre commercial en train de casser des trucs et tu vois qu'elle casse les vitrines des bijoux. Et c'est plus une vigilante en fait, enfin genre elle va à un moment elle sauve une meuf d'un viol en fait. Oui, voilà. Et non mais tu vois du coup ça lui donne un caractère un tout petit peu féministe. Oui, voilà, ce que j'allais dire. En fait, c'est super féministe. T'as du mal à dire qu'elle est méchante en fait. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant ambivalente là-dessus en fait. Enfin, Catwoman finalement c'est pas une vilaine, c'est pas non plus une gentille quoi. Elle pense juste à sa gueule. Et c'est ce qui fait que dans le comics, à mon sens, comme c'est qu'une voleuse, techniquement en fait, elle est pas c'est pas une meurtrière, enfin tu vois, elle se défend, mais voilà, elle est juste voleuse quoi, c'est tout. Et c'est ce qui fait qu'elle est juste sur la limite du bien et du mal en fait, très ambivalent. Et c'est comme ça que les vilains, ils peuvent aller la chercher à l'occasion et que Batman peut aller chercher à l'occasion. Il y avait une très bonne scène dans et je digresse complètement, je m'en excuse, mais il y avait une très bonne scène dans le jeu vidéo de Arkham City où quand tu l'as joué justement, elle expliquait qu'elle voulait aller voler un truc et donc elle allait demander de l'aide à Poison Ivy pour faire un truc et tout. Et je trouvais cette mise en contexte super intéressante en fait dans la psychologie du personnage et de comment moi en tant que vilain, pas vraiment vilain, je fais ma vie. Tiens, j'ai envie de faire un truc, j'ai besoin d'aide, tiens, je vais aller chercher un autre vilain et tout. Il y a tout un contexte qui est assez cool. Et donc voilà, la scène du miaou et de l'explosion de cette fin de casse est absolument fantastique. Et voilà. Est-ce qu'on CD? C'est vrai. Attends, on parlait de casse. Est-ce qu'on peut dire qu'elle rentre dans le centre commercial pour casser les trucs juste pour les casser? Ça, je trouve ça génial et ça fait vraiment penser à des chats, mais c'est tout. Oui, c'est vrai. Et puis elle met des insecticides dans un micro-ondes et puis c'est trop cool en fait. C'est marrant. Et la scène du CD, ce qui fait que je rappelle le contexte, on est en 92, donc le CD-ROM vient à peine de sortir. Hein, c'est même pas une technologie qui est vraiment connue du grand public. Et donc on voit plusieurs fois, et franchement quand on revoit ça aujourd'hui, c'est hilarant. On voit plusieurs fois Batman qui utilise un CD-ROM pour pirater un truc ou pour chercher un virus sur sa Batmobile et trucs comme ça. Donc c'est complètement hasardeux. C'est tiens, on a pris une technologie au hasard qu'on connaît pas, qui a l'air trop cool. Et surtout à un moment, donc à la fin du film, quand il piège le pingouin en lui faisant dire des trucs qu'il dit pas devant tout le monde, il met un CD préenregistré donc avec le pingouin qui parle et il fait un espèce de scratch avec le CD. Scratch avec le CD, genre c'est un vinyle. Ça, c'est le mec qui a pas compris. Genre, qu'est-ce que c'est que cet objet? Qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, on va faire du scratch. Ça il rembobine l'audio en frottant le CD à l'envers. C'est génial. Trop cool, quoi. Putain, c'est la meilleure techno du monde, en fait. Si seulement les platines aujourd'hui ne ressemblaient pas du tout à ce concept-là. Je vais pas faire un classement des Batman parce que je suis pas sûr que tout le monde a vu tous les Batman et puis en fait on s'en fout. Mais quelle est sa place dans votre cœur de Batman de Burton, le deuxième? Où vous le mettriez? Alors, en fait, du coup, là, j'ai regardé les deux d'affilée. Enfin, les deux Burton d'affilée. Ouais, 89 et 92. Et je crois quand même que le premier a une place un tout petit peu plus particulière dans mon cœur. C'était aussi le premier que tu avais vu dans ta vie à toi, enfin dans ta vie de jeune. De Batman. Mais même sans ça, alors le budget est 3 fois plus important pour Batman le défi que pour Batman. Oui, ils ont vu que il y avait de l'argent à se faire. Alors je pense qu'il y a
quelques scènes qui sont un petit peu plus ambitieuses. Il y a 36 pingouins d'élevage qui sont utilisés. C'est chaud ça. Il y a des vrais chats, un vrai singe, des vrais chevaux. Il y a 30 milliards de chats. Ouais, 20 seulement. Non, ouais, il y en a pas tant que ça. Et puis il y a pas mal de maquettes. Il y a beaucoup d'explosions. Il y a pas mal de matte painting et tout ça. Mais ça reste un film qui est beaucoup plus studio. Ouais. Ah ça, oui, quand même. Ça se sent quand même. Studio. Ça se sent, ouais. Et puis par contre la blinde d'acteurs. Donc du coup, je pense que le budget, il est là aussi. Il est passé là-dedans. Et mais ça vaut pour tous les films. C'est-à-dire que clairement, genre moi quand je crois que je préfère toujours qu'on me raconte une belle histoire simple. C'est là, les deux personnages sont ouf, ils sont trop bien, mais c'est quand même, tu vois, Catwoman paye un petit peu les pots cassés, elle paye un petit peu la mise en avant du pingouin. Batman se fait bien sûr complètement voler la vedette, ce qui est pas forcément grave vu le résultat. Mais ça en fait un bon personnage en fait, parce qu'il est absent et qu'il brille par son absence, je trouve que ça marche. Ouais, d'ailleurs Alfred le défonce. Alfred en fait presque plus que Batman dans ce film. C'est Michael Goff. Et voilà, mais je crois quand même que je préfère le 1 puis bon, il y a la BO de Prince et tout, donc voilà. Ah purée, j'ai oublié ça. Parce que moi j'ai qu'entendu Danny Elfman. Nivraï, les deux. Dans ton cœur, où se situe ce Batman? Alors, mon cœur, il a un problème, c'est que mon cerveau a pas de mémoire. J'adore cette phrase. En fait, c'est encore de la comprendre. Elle est parfaite cette phrase. Je me souviens pas assez de tous les Batman que j'ai vus pour pouvoir les classer. C'est-à-dire que je serais ok pour les classer si je les avais tous revus là. Si tu les avais bingés là. Si je les avais bingés là, j'aurais pu te dire quels étaient mes préférés. Mais là, celui-là, il est hyper récent dans mon esprit et j'ai adoré vivre ça avec. J'avais des yeux d'enfant en le regardant en me disant c'est trop bien. Et du coup, pour moi, là, il a tout explosé. Tu vois, je le mettrais en haut de mon top, mais j'ai aucune mémoire pour te dire ce que j'ai pensé des autres. En gros, il est en haut de ton top jusqu'au prochain Batman que tu Exactement, verras. c'est un peu ça. Non, mais c'est vraiment ça. Et le prochain qu'elle verra, c'est Batman Forever. Comme disait Adrien, c'est le film, il est simple en soi. Tu es sur un seul endroit. T'es sur un nombre limité de personnages, même s'ils sont tous extras. Mais il est bien fait. Ouais. Que ça soit les maquettes, que ça soit la musique. Il y a une poésie de ouf. La BO de Daniel Elfman est quand même un peu. C'est quelque chose de fantastique que tu vis. Et c'est vrai que là, le redécouvrir maintenant, je le trouve génial. Donc j'ai besoin de voir les autres pour te faire un classement. Bah là, on parlait de musique, il a un sens. J'ai envie de revoir Beetlejuice juste à cause de ça, tellement les deux sont. Enfin, Daniel Elfman, c'est. Bah, t'as eu Michael Keaton dans les deux en plus. Ouais. C'est vrai. Zef, toi qui est quand même par rapport aux deux autres chroniqueurs ce soir, tu es quand même assez DC-esque, Batmanesque. Tu lis tous les Batman. Je lis pas tous les Batman. Arrête. Pas exagérer. Mais non, je ferai pas l'affront de faire un classement sur tous les Batman qui existent parce que c'est vraiment différent. Celui-ci dans mon cœur, il a vraiment une place spéciale, plus que le premier Batman. Et pourtant, quand Adrien parlait, j'étais en train de me demander vraiment, parce que quand même Jack Nicholson, Joker, putain, il y a des trucs qui sont complètement fous. Et puis une origin story qui est ultra sobre en fait, enfin je la trouve oui, pour Jack Nipper et après du coup il prend le parti de dire que le Joker a créé le Batman et que le Batman a créé le Joker, enfin pour moi tu vois il y a une petite astuce scénaristique de boucle là, genre ils se sont créés l'un l'autre qui du coup justifie à mort le truc. Alors, en fait ok, le 2 a vraiment une place spéciale, le 1 est quand même a vraiment une meilleure place, et je vais te dire pourquoi, parce que à l'époque du 1 quand il est sorti, c'est une époque particulière pour moi parce que j'étais encore chez mes parents, enfin tout gamin et tout. En fait, je revois mon frère à l'époque avoir des posters dans sa chambre de Batman gigantesques qu'il avait dans les magazines de Est-ce que c'était métallisé avec le reflet là? Non, c'était un poster qui devait faire, enfin j'exagère peut-être avec mes yeux d'enfant, mais ça devait être quasi un 4x3, tu vois. Je sais pas, c'était énormissime dans sa chambre, et il y avait juste le Batman qui avait son grappin qui était en train de viser, et je me revois en fait les clips de l'époque dans les années fin 80 avec tout le clip de Prince où il est en train d'empoisonner tout le monde à table et tout, donc j'ai vraiment tout ça, donc il y a un côté Madeleine de Proust qui fonctionne de ouf sur le 1, mais le 2 m'avait ultra surpris parce qu'en plus le jeu vidéo était sorti pas longtemps après sur Super NES. C'était dur, super dur, oui. Et je me souviens qu'on l'avait loué à la fois, enfin je te raconte ta vie. Oui, stop. Donc, mais voilà, les deux sont très très bons, et je pense que ça reste le top du top pour moi aujourd'hui. Juste sur l'histoire des posters,
ça me fait le même souvenir quand je retourne dans ma chambre d'enfant et que je vois les posters que j'avais rachetés du Club Dorothée Magazine. Et en fait, c'était juste du 21-29-7. C'est la fin de ce 88e épisode. Un jour, je vais réussir à dire ce chiffre. Merci à tout le monde pour cette émission. C'était Comics Outcast numéro 92. Vous nous retrouvez dans 2 semaines sur Radio Kawa. Je vais dire au revoir à mes chroniqueurs. Merci Adrien d'avoir été là. Merci pour les réals. Oh bah écoute, avec plaisir. Zef, c'est toujours un grand plaisir de réaliser à tes côtés. Bah écoute, merci Nivrae d'avoir été présente. Merci pour ta finité. Merci pour cette belle phrase de fin. Merci beaucoup Zef, j'adore faire des émissions avec toi. Merci, ça me fait super plaisir. Vous nous retrouvez sur Twitter, sur le BCC, sur Facebook et surtout, n'oubliez pas de lâcher vos coms sur iTunes et les 5 étoiles. Allez, ciao, bye. Il manque 2-3 trucs, donc on se retrouve dans non, sinon j'aurais dit oui, mais il manque juste des choses. Surtout que je t'oublie complètement, c'est marrant. Oui, déjà, et puis va te faire foutre. Je sais pas s'il est trop tard pour les bouilladors. C'est trop tard. Il sera trop tard, bien sûr. Il sera trop tard, donc merci d'avoir voté. Déjà trop tard. Ah merde, c'est vrai. Donc merci d'avoir voté sur le BCC, sur les nommés pour les Bouilladors 2017. Ce que je peux vous dire, c'est que parce que toi tu sais pas, mais moi je sais. Je sais pas encore. Il y a quelques surprises dans les résultats. Hein. Et bien on va dépouiller tout ça devant vous. Vos oreilles au début du mois de janvier 2018. Sur ce, on vous souhaite une bonne dernière semaine en 2017. On se retrouve très vite. Bye bye. Ah, ils ont eu peur que je dise le truc horrible qu'il faut jamais dire. Je ne le dirai pas. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. À l'année prochaine. Non. No God. No. Joyeux Noël. Oh mon Dieu, on avait dit non. Enfin, on avait même préparé, mais il fallait pas le dire, quoi. C'est pas cool. Putain, Adrien, tu te respectes même pas à ce niveau. Moi j'aime bien. C'est le seul truc qu'on dit pas. Merci Adrien. Merci, c'est bien placé. C'est parfait. C'est pour ça que Zef devrait faire l'émission.